spécialité. Et il faudra attendre que, au niveau du ministère de la Santé, il y ait feu professeur Abdrahim Harouchi, pour qu'à ce moment-là, la spécialité de maladies infectieuses soit reconnue. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des résidents, des résidentes en maladies infectieuses. Et je crois que la première promotion, les 2 premières résidentes, l'une d'entre elles est toujours avec nous dans le service, et la deuxième est dans un hôpital à Nador. Alors voilà donc l'histoire des maladies infectieuses. Maintenant, dans les histoires, il y en a beaucoup. Il y a aussi l'histoire des associations ou des sociétés savantes en maladies infectieuses. Là aussi, malheureusement, on en avait. On avait des sociétés de maladies infectieuses qui ont fait du très bon travail. La SMPI, Société marocaine de pathologie infectieuse, qui a fait 2 conférences de consensus extraordinaires, qui nous ont servi pendant des années. Malheureusement, on a peut-être joué un peu trop gros. On a créé une deuxième association, la SMC. Et finalement, c'est très dur de conduire 2 choses à la fois. On a essayé de les regrouper, ça n'a pas marché. Alors maintenant, sous l'impulsion des jeunes du service des maladies infectieuses de Casablanca, j'espère que maintenant, nous avons créé une autre association qui s'appelle donc l'Association marocaine de pathologie infectieuse et d'immunologie clinique. Et j'espère que maintenant, cette association va pouvoir aller de l'avant. Mais encore une fois, l'association est à nous tous. Une association, pour qu'elle vive, il faut que chacun y mette du sien. Et là, donc, nous sommes aujourd'hui pour la première journée. Je pense que ce que je vois est de bon augure, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont inscrites. On a même refusé du monde. C'est rare pour des congrès ou des journées. Mais je pense que c'est quelque chose de très positif et qui nous permettra donc d'avoir plus de certitude dans l'avenir de cette association. Voilà, donc vous avez certainement vu le programme. C'est un programme qui est extrêmement riche. Il y a énormément de choses, mais on a préféré éliminer le Covid. Il n'y a pas de Covid. D'accord? On ne parle pas de Covid. Voilà. On est parti de ce qui est le plus important, le plus basique qu'il faut connaître dans les maladies infectieuses. Parce que, vous savez, l'expérience a montré que plus on a de technicité, plus on va directement à ce qui est le plus technique. Non, il faut revenir aux bases, à ce qui est fondamental. Je crois que là, c'est important qu'on voit ce qu'on peut tirer au niveau de la biologie, au niveau de l'anapath, au niveau des nouvelles possibilités diagnostiques, etc. Les antibiotiques, d'accord, on va en parler. Bien sûr, on a besoin de nouveaux antibiotiques parce qu'il y a des résistances. Mais c'est pas, vous allez voir, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas suffisant. Et puis, on va parler de situations particulières. C'est les immunodéprimés. C'est la relation intime entre infection et immunité. Et puis, on terminera par quelque chose qui est très important avec les maladies infectieuses, parce que vous savez que les maladies infectieuses vont toucher souvent des personnes qui sont démunies. Et on sait également que dans nos hôpitaux, on a beaucoup d'insuffisances en termes de moyens, en termes de médicaments. Et donc, on a besoin d'associations qui nous aident. Et c'est pour ça qu'on va voir à la fin ce qu'apporte la société civile pour la bonne marche des services de maladies infectieuses, et en particulier à Casablanca, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux ici. Alors, sans plus tarder, je vais peut-être donner la parole à professeur Oulad Hassan, qui a été la cheville ouvrière de cette organisation, avec la plupart des autres personnes du service des maladies infectieuses, mais je crois qu'elle a fait le plus de travail, surtout au niveau de l'organisation, au niveau des autorisations officielles
etc. Alors, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفاته. أولاً يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء الجمعية أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لجميع العاملين في القطاع الصحي الذين أبلوا البلاء الحسن خلال جائحة كوفيد-19 والذين ضحوا من أجل سلامة المواطنين. كما نحمد الله ونثني عليه أن يسر لنا تأسيس جمعيتنا التي أعطيناها اسم الجمعية المغربية للأمراض التعفنية والمناعة السريرية، والتي أحسبها مولود جديد لطالما كنت أنتظره، والتي من خلالها نود التعريف بتخصص الأمراض التعفنية في مجتمعنا والرفع من مستوى العمل به لأهميته القصوى، وذلك من خلال تعزيز علم العدوى والتخصصات ذات الصلة كعلم الأوبئة، العلوم المتعلقة بالبكتيريا والطفيليات، الفطريات، الفيروسات، المناعة والمعلوماتية، خصوصاً أن عالمنا المعاصر هو زمن الأوبئة بامتياز، ونتمنى من الجميع أن يكونوا عوناً لنا وللجمعية، وذلك للنهوض بأهدافها السامية وتقديم كل ما هو مفيد لتطويرها، فالجمعية منكم وإليكم وبكم نرتقي. شكراً لحضوركم اليوم، لأنكم أثبتتم أننا على صواب وأننا على درب النجاح سائرون، فبكم سيتم نجاح هذا اليوم ليكون بداية أيام أخرى، ونسأل الله أن يجعل أوله خير وآخره خير ويرزقنا ثوابه، وأن يعيننا على الأمانة، وأن يبلغنا آمالنا إنه سميع مجيب. فلنبدأ على بركة الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir de revoir tous les collègues laissés au niveau du CHU, de la faculté de médecine de Casablanca et même de l'extérieur de la faculté et du CHU, puisqu'il y a l'INH avec notre ami Oumzil, il y a l'Institut Pasteur avec notre ami les maladies vectorielles. C'est ça. Donc, je remercie beaucoup la nouvelle association marocaine de pathologie infectieuse et d'immunologie clinique de m'avoir invité et de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à participer à votre première journée, qui est bien sûr la nôtre, à tous. Et je commence, comme on vient de me le souffler, par demander à l'assistance d'excuser l'absence du docteur Lioubi, qui aurait pu être présent avec nous pour faire la première présentation, pour nous présenter la cartographie des maladies infectieuses au niveau du Maroc. Malheureusement, il est en déplacement à Paris et il n'a pas pu être présent avec nous. Donc, encore une fois, comme je viens de le dire, c'est dommage, parce que c'est la première des choses à savoir. Quel est notre ennemi commun? Comment il se répartit à travers le Maroc? Quelles sont ces maladies contre lesquelles on a besoin d'armes et contre lesquelles on doit se battre? Ce sera, je suppose, pour une prochaine session. Et donc, tout de suite, nous avons la deuxième présentation, qui est celle du docteur Sareh, qui va nous présenter la cartographie, cette fois-ci, des maladies vectorielles, uniquement. C'est donc un pan important de la pathologie infectieuse. Merci, docteur Sareh. Merci, professeur Ndreli.
Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette journée scientifique très intéressante. Et donc, je vais vous présenter la cartographie des maladies vectorielles au Maroc. Donc, dans un premier temps, je vais parler des définitions, ensuite des vecteurs d'intérêt médical au Maroc, les facteurs d'émergence des maladies vectorielles, les maladies vectorielles et la santé publique. Puis, je donne des exemples des maladies vectorielles. Je commencerai par les maladies qui risquent d'émerger et qui ont un potentiel énorme d'émergence. C'est les maladies vectorielles virales, les arbovirus, les arboviroses ou les arbovirus. Maladies vectorielles bactériennes, je donne l'exemple de fièvre récurrente et de la rickettsiose. Et pour la maladie vectorielle parasitaire, je donne le cas de leishmaniose. Et enfin, une conclusion. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est une maladie vectorielle ou maladie à transmission vectorielle? Les maladies vectorielles, ce sont des maladies qui sont transmises par des vecteurs et qui sont causées par des germes, que ce soit bactéries, parasites ou virus. Ces germes sont transmis par des vecteurs arthropodes hématophages. Les vecteurs, pour que ce soit un arthropode vecteur d'un germe pathogène, il faut tout d'abord qu'il soit capable d'ingérer au cours de repas de sang. Voilà. Tout d'abord, il faut qu'il arrive, quand il prend le repas de sang chez quelqu'un qui est virémique, qui est infecté, il prend le germe. Après, il faut que le germe puisse traverser la barrière intestinale et qu'il se multiplie au niveau des organes de l'arthropode et qu'il migre vers la glande salivaire et qu'après le cours de le repas sanguin suivant, il va transmettre le germe vers un autre hôte non infecté. Donc c'est pour cela qu'il y a une spécificité entre espèces de germes pathogènes et espèces de vecteurs. Les vecteurs d'intérêt médical au Maroc, c'est surtout les moustiques. Donc il y a 3 genres d'intérêt médical, c'est les genres Aedes, Culex et Anophèle. Les phlobotomes pour les leishmanioses, les puces et les tiques. Les maladies vectorielles ou maladies à transmission vectorielle représentent un problème de santé publique mondial, puisqu'elles représentent à peu près 17% des maladies infectieuses, plus d'1 million de décès chaque année. Par exemple, je donne 2 exemples, la dengue et le paludisme, que la dengue, il y a à peu près entre 50 et 100 millions de cas par an, plus de 100 000 cas de fièvre hémorragique due à la dengue par an. Le paludisme, c'est à peu près entre 300 et 500 millions de cas par an, et 1 et 2 millions de morts par an. Comme vous allez voir sur la carte, que si c'est l'échelle de nombre de décès par million, que la plupart pose beaucoup de problèmes, c'est au niveau de l'Afrique. Et après, c'est surtout l'Amérique latine et au niveau de l'Inde et de l'Asie Sud-Est. Pour qu'il y ait une transmission de maladies vectorielles, il faut qu'il y ait l'association de 3 composantes, à savoir le germe pathogène, le vecteur et l'hôte. Et les facteurs qui influencent l'interaction entre ces 3 composantes provoquent l'émergence de ces maladies. Et surtout, les facteurs qui sont les plus incriminés, c'est surtout l'activité humaine et le changement climatique. Pourquoi l'activité humaine? Parce que pour qu'il y ait rapprochement entre les 3, par exemple, on donne que l'exemple de déforestation. Donc normalement, dans le cas normal, le virus, il circule entre les animaux sauvages et entre le vecteur. Et lorsqu'il y a déforestation, donc il y a un rapprochement de l'homme vers la zone sauvage et par conséquent, il se rapproche vers les vecteurs porteurs de germes qui normalement circulent qu'entre les animaux. Et il y a aussi les mutations au niveau du germe qui traversent la barrière espèce, qui est normalement infectée que les animaux, peut infecter l'homme, et comme ça, il y a émergence d'une maladie vectorielle. Et aussi, l'activité humaine, c'est le transport. Maintenant, par exemple, si dans une région donnée, il y a le vecteur, mais il n'y a pas la maladie. Mais avec le transport des personnes virémiques qui voyagent, par exemple, parce que les maladies vectorielles sont surtout dans les régions tropicales, subtropicales. Donc les gens qui voyagent, qui reviennent vers leur pays d'origine,
ils sont virémiques, porteurs de germes pathogènes, et qu'il y a le vecteur, donc ils peuvent être infectés et infecter d'autres personnes à côté. C'est pour ça qu'il y a émergence de maladies vectorielles. Donc il y a beaucoup de... L'important, c'est surtout l'activité humaine, c'est-à-dire tout ce qui est irrigation, l'urbanisation, et en plus les mutations qui est au niveau du germe pathogène, et aussi au niveau de vecteurs aussi, parce que pour qu'il y ait quand même transmission, il faut qu'il y ait le vecteur en quantité très importante, qu'il y ait pullulation des vecteurs pour qu'il y ait une transmission. Et ça, lorsqu'il y a par exemple pour les moustiques, c'est surtout l'irrigation, c'est une source, parce que les moustiques, ils ont pour leur survie, pour le cycle biologique, ils ont deux phases. Phase aqueuse, où il y a les larves, les pontes, les œufs et les nymphes, et la phase terrestre, bien sûr, les adultes. Donc, lorsqu'il y a un endroit où il y a de l'eau, il y a un gîte où permet aux moustiques de se multiplier, et donc il y a une pullulation des moustiques, et s'il y a à côté un autre qui est virémique, donc ils peuvent piquer l'autre et peut transmettre à un autre. Donc un exemple des arbovirus. Pourquoi les arbovirus? Parce que les arbovirus, comme j'ai dit tout à l'heure, ils présentent une menace continue, et toute région n'est pas épargnée d'être touchée par ces arbovirus, parce que, comme j'ai dit, les voyages, maintenant les vecteurs, vraiment, ils voyagent aussi. Surtout, par exemple, la dernière histoire des vecteurs moustiques tigres, Aedes albopictus, qui est arrivé à presque élargir son aire d'extension. Il touche tout le globe terrestre, tous les 5 continents, même le Maroc. Il est entré en 2016. Il a voyagé surtout avec les pneus usés, parce que les œufs de Aedes albopictus peuvent supporter la dessiccation, contrairement aux autres moustiques, par exemple Culex pipiens, qui nécessitent l'eau. Les œufs des moustiques Aedes albopictus, ils peuvent rester à sec pendant des années, et après un petit peu d'eau, ils peuvent donner des moustiques. Donc il y a vraiment l'aire d'extension, ça a augmenté de vecteurs. Donc il y a à peu près 560 arbovirus. Mais ce qui est connu, ce qui est vraiment présente une menace continue pour la santé humaine, c'est les 7 arbovirus, à savoir les 4 qui sont transmis par un seul vecteur qui est Aedes albopictus, c'est chikungunya, la dengue, Zika et la fièvre jaune. Et 2 autres arbovirus, c'est le West Nile et le Vallée de Rift, qui sont transmis par Culex pipiens. Et à noter que Culex pipiens, il est ubiquitaire au Maroc. Donc il se trouve partout au Maroc. Tout ce qu'on trouve, surtout au coucher de soleil, qui fait des bruits, qui se pique, c'est Culex pipiens. Et la dernière arbovirus qui est d'intérêt aussi médical, c'est la fièvre hémorragique du Crimée-Congo. Ce virus, il est transmis par des tiques. Sur le plan clinique, on peut regrouper les symptômes de tous ces arbovirus en 3 tableaux cliniques. Une polyalgie fébrile, fièvre hémorragique et méningoencéphalite. Il faut noter que des arbovirus différents peuvent provoquer le même tableau clinique, et que, inversement, un même virus peut provoquer plusieurs tableaux cliniques. C'est-à-dire, on peut trouver un virus qui peut provoquer les 3, et par exemple, le polyalgie, il y a plusieurs arbovirus qui peuvent provoquer le polyalgie fébrile. C'est difficile, en se basant que sur la clinique, pour vraiment supposer que tel arbovirus qui est impliqué dans cette maladie. Pour le diagnostic, comme presque la maladie infectieuse, il est basé, pour ce que c'est un ARN, donc c'est basé sur la détection des virus par RT-PCR, puis l'ELISA, sérologie, la détection des anticorps spécifiques, et pour des laboratoires qui possèdent pour l'isolement viral sur des cultures cellulaires. Pour le traitement, généralement, il n'y a pas de traitement pour tous ces arbovirus que j'ai cités. Le seul traitement consiste à soulager les symptômes, et pour les vaccins, il n'y a pas de vaccin sauf pour la fièvre jaune. Je parle de vaccins humains, parce qu'il y a des vaccins animaux, par exemple pour le West Nile, pour les chevaux. Mais pour le vaccin animal, il n'y a que le fièvre jaune qui est un vaccin pour le moment. Les autres, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement spécifique. Donc je me répète pour insister sur les 2 vecteurs qui nous intéressent au Maroc. C'est Culex pipiens, je dis qu'il est ubiquitaire au Maroc, il est partout au Maroc. Il pique surtout pendant la nuit, à la couche du soleil ou à la levée du soleil. Et il transmet le West Nile et le Vallée de Rift. Et le moustique qui est d'origine de l'Asie et qui s'étendait des années 1970,
il a pu atteindre le Maroc, et surtout dans la région de Rabat, en 2016. Et depuis cette date, le ministre de la Santé, moi je suis aussi impliqué, on a essayé de faire une surveillance dans toutes les villes. Donc à Casa, pour le moment, on n'a pas encore détecté, alhamdoulilah. Et surtout, le problème, c'est que la lutte antivectorielle, c'est très très difficile de l'éliminer. Même s'il est localisé dans des quartiers à Rabat, c'est très difficile. Et ça revient justement, comme j'ai dit tout à l'heure, les pontes de ce moustique ne nécessitent pas de l'eau. Ils peuvent être dans des pots de fleurs, des pots de plantes. Donc je donne l'exemple du gîte. Voilà un exemple du gîte. C'est vraiment, il peut être dans des pots comme ça, dans des maisons, et les personnes ne s'aperçoivent pas qu'ils ont les vecteurs. D'où la difficulté d'éliminer. Une fois il est entré, vraiment il est bien installé. Donc maintenant il est installé depuis 2016 jusqu'à maintenant 2022. Toujours il est là, dans le même endroit, même si on traite par les insecticides. Pourtant, il est sensible. Lorsqu'on a fait au laboratoire le test insecticide, il est sensible aux insecticides. Mais j'ai dit, l'adulte et la larve, ils sont sensibles, mais les œufs, ils sont résistants. Ils restent dans le sol des années jusqu'à qu'il y ait un peu de l'eau, puis il y a épululation du moustique. Donc nous avons testé ces Aedes albopictus du Maroc, s'il est capable in vitro, parce que, bon, in vivo, on n'a pas encore, alhamdoulilah, des cas humains, des cas autochtones. Donc, on a testé en collaboration avec l'Institut Pasteur Paris sur la compétence et on a trouvé que le Aedes albopictus au Maroc est capable de transmettre les 4 arbovirus, à savoir la dengue, chikungunya, fièvre jaune et chikungunya. La répartition géographique de ces vecteurs moustiques tigres ou Aedes albopictus, parce que la répartition normalement des maladies, ça coïncide avec la répartition géographique des vecteurs. Donc, c'est très important de savoir la répartition géographique des vecteurs. Donc la répartition géographique des vecteurs, il touche tous les continents, donc la zone équatoriale, tropicale, subtropicale, l'Amérique du Nord, l'Europe, et même le Maroc. Moi je vois ici, mais je ne sais pas ce que vous voyez, au Maroc, c'est indiqué aussi qu'il n'y a pas une densité énorme, mais quand même il existe au Maroc depuis 2016. Pour Culex pipiens, il se trouve au niveau, ce qui est en bleu, c'est l'espèce qui est en bleu. Donc, au niveau du sud de l'Amérique, au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Europe. Le cycle de vie des virus de West Nile est constitué de deux cycles, cycle épizootique et épidémique et cycle enzootique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, s'il n'y a pas l'intervention de l'homme, s'il n'y a pas le changement climatique, les virus restent circulés entre la faune sauvage et les moustiques sauvages. Mais malheureusement, avec le contact de l'homme, soit qu'il entre, ou soit il y a une déforestation, soit il y a un changement climatique qui permet les oiseaux de migrer vers des zones plus humides. Donc il y a un contact, entre les moustiques porteurs du germe pathogène et soit les animaux domestiques comme les chevaux ou l'homme. Et donc il provoque le cycle épidémique ou épizootique. Donc pour le Maroc, on a connu 3 épisodes. En 1986, c'est le premier épisode a été déclaré dans la région de l'Arrache. Il a touché surtout les chevaux, c'est parce que la souche marocaine, elle touche l'homme, mais généralement elle reste asymptomatique ou des symptômes pseudo-grippales. Et surtout les chevaux qui provoquent des morts. Donc il y a eu 42 morts du chevaux en 1996. Et en 2003, ça a touché la région de Kénitra. Et en 2010, c'est la région de Belslimen. Donc vous avez constaté qu'il migre vers le sud. Depuis 1996, c'était juste l'Arrache, puis Kénitra, puis après il est arrivé au niveau de... Mais ça, c'est l'isolement viral, c'est-à-dire qu'il y a... Mais lorsqu'on fait des enquêtes sérologiques, on le trouve partout. Partout, on trouve par exemple des chevaux qui sont séropositifs. Mais pour l'isolement viral, c'est les 3 épisodes qui ont été déclarés au Maroc. Et pour la répartition géographique, donc ça touche presque tous les continents. Mais récemment, nous avons mené en 2019-2020 un travail de recherche du virus dans les moustiques Culex pipiens dans la région de Mohammedia Ben Slimane et aussi une séroprévalence chez les chevaux et chez les oiseaux domestiques et chez la population générale. On a trouvé quand même une séroprévalence à peu près de 34% de positifs chez les chevaux au niveau de la région de Slimane, Mohammedia, et une séroprévalence de la population générale de 4%. La même surprévalence chez les oiseaux domestiques.
Pour le fièvre de la vallée de Rift, donc il y a trois cycles. Cycle enzootique, c'est-à-dire que le virus circule au niveau de la faune sauvage. Cycle épizootique, lorsqu'il y a un déclenchement d'épizootie au niveau des animaux péridomestiques. Et après, il y a un cycle épidémique lorsque le virus passe à l'homme. Il y a une déclaration des flambées épidémiques. Donc pour le Maroc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de cas, c'est-à-dire déclarés de fièvre de vallée de Rift, mais comme vous constatez sur la carte, parce que le Maroc, la Mauritanie, il est endémique en ce virus. Donc il y a un grand risque qu'il y ait une introduction du virus vers le Maroc, de la Mauritanie vers le Maroc, vu l'échange qu'on a avec la Mauritanie, que ce soit l'échange légal ou illégal. C'est surtout illégal, parce que quand même, au niveau de l'échange légal, il y a des surveillances au niveau des frontières. Mais l'échange illégal, c'est difficile de contrôler l'introduction des virus, surtout que c'est une zoonose qui peut passer avec des animaux. Et que le Maroc, il y a le vecteur. Donc s'il y a des animaux qui rentrent, qui sont vérémiques, et puisqu'il y a le vecteur, on risque d'avoir des cas humains. Docteur Samet, il vous reste 2 minutes. Donc pour les répartitions géographiques, je passe rapidement. Fièvre jaune, c'est au niveau de l'Amérique, et pour le Zika, les 4 que je vais citer, c'est toujours la zone tropicale, subtropicale du monde. La dingue. Pour le Crimée-Congo, c'est surtout l'Afrique et le sud de l'Europe. Le Maroc, la même chose pour le Crimée-Congo, il n'y a pas de cas, mais il est endémique en Mauritanie, il risque d'être introduit du Mauritanie. Donc, exemple de maladie vectorielle, fièvre récurrente. Donc, c'est une maladie bactérienne transmise par un genre Borrelia. C'est transmis par tique molle, ça s'appelle Ochnotodore, et l'espèce, le genre de bactérie, c'est Borrelia. Donc, c'est ça la photo de tique molle. Il est partout dans le monde. Il y a une spécificité entre l'espèce de vecteur et l'espèce de bactérie. Et qu'au Maroc, il y a 2 espèces, Borrelia hispanica et Borrelia crocoderi. Nous avons mené une étude aussi en collaboration avec le professeur Trapp. On a trouvé que le Maroc, presque tout le Maroc, il y a le vecteur infecté. Sur le plan clinique, on a mené un travail au niveau de la région de Kénitra, où nous avons testé 127 patients présents des fièvres inexpliquées. On a trouvé 26%, c'est-à-dire 20% qui présentent de Borrelia. Ça, c'est par PCR et séquençage. Pour la rickettsiosis, c'est une maladie transmise par les tiques. Les tiques qui normalement infestent les bétails. Et je parle de fièvre bourgeoise méditerranéenne qui est transmise par les tiques des chiens, Rhipicephalus sanguinis. Donc, sur la carte, vous voyez la répartition. Nous avons mené un travail pour les tiques. Donc, on a trouvé 6 espèces de rickettsia pathogènes à l'homme. Rickettsia ashleimani, Bacillus slovaca, mononcensus, LVTK, Oconoré. Et un travail clinique que nous avons mené avec le service de maladies infectieuses, avec le professeur Chakib et son équipe. On a travaillé sur 144 qui présentent des fièvres inexpliquées. On a pu, à la fin, séquencer 41 souches de Rickettsia gonorrhoeae. Le dernier exemple de maladie parasitaire, c'est leishmaniose, qui constitue vraiment un complexe, puisque c'est plusieurs parasites qui donnent plusieurs symptômes. Ces symptômes varient de forme asymptomatique à la forme mortelle. Il y a la forme cutanée, cutanomiqueuse et viscérale. La répartition, ce n'est pas la peine que je parle parce que je n'ai pas le temps, c'est la répartition géographique de leishmaniose. Au Maroc, il y a la répartition de leishmaniose major, tropica et infantum. En conclusion générale, je vite, mais peut-être on peut reprendre pendant la discussion ou les questions. Renforcer la veille et la surveillance épidémique en vue de détection précoce des cas importés, mettre en place une surveillance épidémiologique des arboviroses, renforcer la surveillance entomologique et la lutte antivectorielle en veillant sur la mobilisation du comité de GELAV. Le GELAV, c'est gestion intégrée de lutte antivectorielle qui existe au Maroc. Mettre en place au niveau des points d'entrée et des mesures de veille et de prévention et exclure provisoirement toute don de sang provenant d'un donneur ayant séjourné dans des pays touchés. Les remerciements, l'équipe
collaboration nationale, ministre de la Santé et l'équipe de maladies infectieuses avec le professeur Chakib sur l'irréquidiose. Collaboration internationale, c'est l'Institut Pasteur Paris pour la compétence vectorielle. L'IHU de Marseille pour le professeur Raoul, le professeur Parola, c'est la réquidiose. Et l'IRD de France pour tout ce qui est fièvre récurrente. Et merci. Merci, Dr Sarin, pour cette présentation assez exhaustive sur l'ensemble. C'est dommage, je vous ai coupé parce que je voyais le temps passer et que Dr Chakib, qui doit se déplacer, il doit partir vers Rabat, il doit guider, il doit faire sa présentation. Et j'aurais voulu avoir quelques minutes pour des questions de la salle concernant ces maladies vectorielles avant de passer aux maladies infectieuses et leur immunologie. Voilà, donc la parole est à la salle. Concernant les maladies vectorielles, un petit peu leur présence au Maroc, celles qui sont les plus fréquentes et celles que les infectiologues ou les médecins généralistes seront appelés à diagnostiquer. Quelles sont les techniques qui leur permettent de mettre un nom sur ces maladies? La parole est à la salle. Oui. Micro, est-ce qu'il y a un micro dans la salle? C'est pas grave, j'ai une voix pour prendre. Allez-y. Mais je remercie tout d'abord l'intervenant. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi? Je suis le docteur Mrat, ex-enseignant de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, ex-chef de service à l'hôpital militaire de Rabat. Et je m'intéresse de très près aux maladies vectorielles. Si vous permettez, je rebondis sur la maladie à virus West Nile. On a fait une étude, une enquête sérologique sur le donneur de sang militaire provenant de la région de Djadida jusqu'à la région de l'Arrache. On a trouvé un taux très important d'anticorps antivirus West Nile chez ces donneurs. Et au niveau des enquêtes, soi-disant, qu'on a fait pour cette enquête sérologique, on a trouvé que la plupart de ces militaires avaient un contact avec le cheval. Vous savez bien le lien qu'il y a entre le Marocain et le cheval. Ma question ou ma proposition, est-ce qu'il n'est pas utile d'asseoir le dépistage sérologique de la maladie à virus West Nile au niveau de chaque don de sang? Parce qu'il y a une transmission de ce faire, il y a le sang transfusé. Je pense que c'est un plaidoyer qu'on a fait pour le ministère de la Santé. Est-ce que c'est utile ou c'est pas utile à votre avis? Pour nous, on n'a pas fait de virémie via les techniques de biologie moléculaire pour savoir quelle était la charge virale, est-ce que le sang est contaminant ou pas, parce que le fait d'avoir des anticorps ne veut pas dire que le sang est obligatoirement infectieux ou contaminant. Merci. Merci beaucoup, Dr Mohamed, pour la question. Je suppose que nos éminents infectiologues pourront répondre à la question. Est-ce qu'on va regrouper un petit peu les questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je lancerai aussi la question des vaccins. Il m'a semblé qu'il y avait aussi un vaccin contre la dengue, produit par Sanofi, et dont il faut tenir compte. Il n'y a pas que le vaccin. Non, pour la fièvre, pour le vaccin, je réponds. Pour le vaccin de la dengue, je n'ai pas cité parce que normalement, déjà, plusieurs pays l'ont enlevé parce que tout simplement parce qu'il faut pour que ça marche, il faut que la personne soit déjà infectée. Oui, mais il faut que déjà infectée et que l'âge, c'est pas. Il existe. Donc, je suppose la réponse de professeur Chakib, vous pouvez répondre à la question posée par Dr Mohamed. Oui, c'est comme vous voulez. Oui. Merci Silmarabt pour la question. Alors pour la dengue en général, oui, effectivement, ça a été arrêté parce que ça crée beaucoup de morts au Vietnam. Donc en général, on ne parle plus, du moins dans les consultations de voyageurs, on ne propose plus le vaccin contre la dengue. Bon, mais par contre, pour les populations qui ont déjà fait la dengue, effectivement, on peut leur proposer. Il faut faire très attention, c'est surtout par rapport aux anticorps facilitants. Maintenant, on comprend la physiopathologie. Alors, pour la question que tu as posée, Silmarab, la virémie, elle est courte.
ça tu le sais. Donc, la virémie est courte, en général, l'investissement est très lourd par rapport à la rentabilité en termes de transmission d'une maladie qui est donc un syndrome grippal. On n'a pas décrit ni de forme grave, ce n'est pas le cas par exemple comme la dengue, on a les formes hémorragiques et tout, ni de formes compliquées par la suite, ça veut dire qui ont des complications post-infectieuses à long terme. Donc c'est pourquoi les gens, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a pas mal d'équipes effectivement qui réfléchissent à cela. Alors maintenant, il y a un autre problème pratique, c'est qu'il faut faire soit une PCR, soit un équivalent. Parce que les anticorps, comme tu l'as bien dit, ne sont pas vraiment le témoin d'une infection en cours. Donc là, ça va vraiment greffer le don de sang du point de vue économique, hein, chose qui est très très importante. Moi, j'aurais bien aimé faire peut-être autre chose, comme tu le sais, en termes de don de sang, plus que s'aventurer à faire des arbovirus. Et juste pour ajouter justement, parce que pour les États-Unis, c'est la souche qui circule aux États-Unis, c'est une souche qui provoque beaucoup de symptômes chez l'homme, alors qu'au Maroc, comme j'ai présenté, c'est surtout les chevaux. Il y a un problème au niveau des chevaux. C'est pour ça qu'il y a un vaccin, on vaccine les chevaux à risque. L'homme, il y a presque pas, comme il a dit le professeur Chakib, c'est asymptomatique, ça ne vaut pas le coup. Prix-résultat, le coût par rapport au résultat, ça va être... Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de publications au niveau des oiseaux, au niveau des chevaux, et le virus circule, mais que la virémie, tellement la période est courte, et que chez l'homme, elle ne provoque pas, jusqu'à maintenant, des formes graves. Donc je ne sais pas est-ce que ça vaut le coup d'essayer, parce que ce serait intéressant de voir est-ce qu'il y a le virus, mais les anticorps... Mais c'est une maladie qui est en pleine extension. Oui, chez nous, je parle de chez nous, au Maroc. Oui, je dis, sur le plan sérologique, c'est bien extension. Déjà, il est surveillé par l'ONSA. L'ONSA, il surveille les deux maladies, l'arbovirus, le West Nile et chikungunya. Lorsqu'ils ont des cas suspects, ils font le diagnostic chez les animaux pour voir ce qu'il y a le virus ou non. Pour les deux, les fièvres de Valérie de Rift, parce que ce sont des zoonoses. Mais je dis que pour l'homme, pour le moment, ça ne provoque pas de formes graves. Même pour la létalité, il n'y a même pas des symptômes, c'est-à-dire pour détecter le virus chez l'homme. Donc généralement, ça passe inaperçu. Merci beaucoup, Dr Saleh. S'il n'y a pas d'autres questions concernant les maladies vectorielles, on va passer au côté immunologique. Justement, ça va permettre de rebondir sur ce côté de traçabilité d'une maladie infectieuse par les anticorps et l'immunité entraîner la vraie immunité de réaction à la maladie. Donc, je passe tout de suite la parole au professeur Chakib qui va faire une présentation sur maladie infectieuse et auto-immunité cette fois-ci. Ce n'est pas... c'est un autre pan de l'immunité. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente, salam alaikum. Je prie de m'excuser parce que normalement cette communication était prévue l'après-midi, mais parce que j'ai un déplacement à Rabat, donc je suis obligé de la faire là tout de suite. Bien sûr, je remercie énormément la société marocaine. Non, c'est pas une société, c'est une association marocaine de maladies infectieuses. J'espère qu'elle va être transformée en société marocaine, en association marocaine. Je tiens juste à préciser que, du point de vue historique, parce que le professeur Marhoum m'a un petit peu jbedni, donc, comme j'enseigne l'histoire de la médecine, les services de maladies infectieuses ont existé au Maroc depuis 1912. Et il était dans toutes les villes marocaines. Et dans tous les grands hôpitaux marocains, à l'hôpital, par exemple, où on travaille, l'hôpital Ibn Rushd, on a un service de maladies infectieuses qui était à la place du service de médecine interne, et qui a ouvert en 1930 et qui a fonctionné jusqu'à l'arrivée de Mme Himij. D'ailleurs, c'était le Sir Qabbaj qui travaillait dans le service des maladies infectieuses. Bon, ça, c'est un détail. Alors, je vous remercie de m'avoir donné une colle, parce que parler des maladies infectieuses et l'auto-immunité, c'est pas facile, parce qu'on a très peu de certitudes. On a très peu de certitudes. Ce qu'on sait, grosso modo en théorie, c'est que l'infection peut entraîner une maladie auto-immune, que les bactéries, les virus, les parasites, les champignons peuvent déclencher une maladie auto-immune, et que l'infection elle-même peut déclencher une maladie auto-immune chez une personne prédisposée génétiquement. Là, je crois que le sens des termes ici est très important. Et les germes peuvent générer des auto-anticorps, ça veut dire qu'on peut avoir une maladie infectieuse, et chez la personne, on peut avoir des auto-anticorps alors qu'il n'y a pas de maladie auto-immune.
Et d'autre part, on peut avoir même une expression de maladie auto-immune alors qu'on n'a pas de maladie auto-immune évolutive à la base. Et en dernier lieu, les infections peuvent protéger de certaines maladies auto-immunes. Ils peuvent faciliter comme ils peuvent protéger. Alors, comme j'ai que 15 minutes, donc je vais vous donner quelques exemples, hein, je ne vais pas m'attarder dans ce truc. Alors, premièrement, comment les maladies auto-immunes peuvent être induites par les infections. Bon, vous avez un exemple classique que vous connaissez tous, le rhumatisme articulaire aigu, parce qu'il a une protéine M qui lui permet de s'accrocher au niveau de notre gorge, et il va, parce qu'il a une similitude avec les glycoprotéines humaines, donc il va se donner ce phénomène au niveau du péricarde, au niveau de l'endocarde, au niveau des valves, au niveau des articulations, et par conséquent, vous avez une maladie auto-immune qui est induite par un streptocoque cytopyogène. Deuxième chose qui est très importante, ce sont les anticorps antiphospholipides. Vous connaissez tous, les internistes connaissent très bien ça, les anticorps antiphospholipides, le syndrome des anticorps antiphospholipides, les syndromes catastrophiques, etc. Alors les anticorps antiphospholipides, ils peuvent être induits par les infections, notamment par exemple par soit les épitopes d'Haemophilus influenzae, le Neisseria gonorrhoeae, la toxine tétanique ou le CMV. Il n'y a pas que ça, il y a énormément d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors les anticorps, pourquoi ils donnent ça? Parce qu'il y a une ressemblance moléculaire entre les bêta-2-glycoprotéines. Vous savez que les anticorps, quand on demande anticorps antiphospholipides, il y a plusieurs types. Donc les bêta-2-glycoprotéines et les épitopes de ces germes. Et par conséquent, on va avoir une auto-immunité qui est induite par l'infection. Et puis on a l'exemple typique de diabète, du diabète insulinodépendant essentiellement, par rapport à l'antiretrovirus. Alors, deuxième chose, on peut avoir une maladie auto-immune qui est déclenchée par... une maladie auto-immune, exactement, est déclenchée par les germes. Alors, il y a plusieurs choses, mais les choses qui sont très intéressantes à mon avis à retenir, c'est qu'il y a des maladies qui peuvent compliquer certaines maladies auto-immunes, qui vont déclencher des formes de maladies auto-immunes. Vous prenez par exemple le lupus. Le lupus, on a plusieurs formes, comme vous le savez. Donc on a l'atteinte rénale, on a l'atteinte neurologique, on a l'atteinte articulaire, etc. Et l'équipe de Yehuda Schenfeld, qui est un grand patron de l'auto-immunité, qui travaille à Tel Aviv, a démontré, dans une étude qui commence à dater, en 2008, que, par exemple, le virus de la ribiole peut donner des manifestations neuropsychiatriques chez les malades atteints de lupus. C'est-à-dire qu'il va donner une poussée, mais sous la forme de neurolupus, et pas sur une autre forme. Notamment, donc, on va avoir plus de psychose et plus de dépression chez les malades lupus qu'après une infection ribiolique. Et puis après, Brasileï, qui travaille toujours dans la même équipe de Schoenfeld, donc, a montré qu'il y a une relation entre Epstein-Barr virus, le CMV, et les maladies auto-immunes. Alors, par la suite, il y a plein d'études qui ont été faites, notamment par rapport à d'autres virus, et on sait que l'Epstein-Barr virus est le pourvoyeur de beaucoup de maladies auto-immunes ou de poussées de maladies auto-immunes. Et notamment, comme vous le voyez ici, l'Epstein-Barr virus a été, si vous voulez, en fonction de ces antigènes, je ne veux pas rentrer dans le détail, soit IgG, est-ce que IgM, est-ce que c'est EBV-IgM, etc., ou la IgG. Donc, dans la polymyosite, la sclérose en plaques, la thyroïdite d'Hashimoto, dans le lupus, les anticorps phospholipides, la polyarthrite rhumatoïde, tout ce que vous voulez. Alors, remarquez ici une chose très intéressante, c'est que quand on prend n'importe quel antigène, on va voir toujours la sclérose en plaques, ce qui a fait dire d'ailleurs, qui a fait travailler beaucoup d'équipes sur la question, et on a des pistes de recherche actuellement qui sont très intéressantes. Alors, troisième chose, l'infection, il peut protéger contre les maladies auto-immunes. Alors, on a en fait deux grands types. On a soit un germe ou un virus, par exemple comme le virus de l'hépatite B. Il peut protéger contre certaines maladies auto-immunes, comme il peut induire des poussées de maladies auto-immunes, notamment par exemple par rapport à la sclérose en plaques. Alors, les trucs classiques qui sont connus d'ailleurs depuis les années 66, avec les premières études de Leibowitz, qui travaille aussi dans même l'équipe de Schoenfeld, avait montré que, par exemple, d'ailleurs c'est une étude qui a été faite en Israël en 1966, qui a montré que dans la sclérose en plaques, il y a une corrélation entre la sclérose en plaques et le niveau d'hygiène. Les gens qui étaient très propres, etc., les enfants de Badiouna, etc. Non, mais c'est dramatique parce que moi, je vois actuellement, on parle quelque chose de contourné parce que les neurologues m'envoient leurs malades pour une évaluation de la vaccination. Beaucoup de sclérose en plaques. C'est dramatique, alors qu'avant, on ne le voyait pas. Ah, c'est terrible. Chez les jeunes, maintenant, il y a beaucoup de sclérose en plaques. Alors,
lui, il avait montré ça en 66, il va aller attendre 68 beaucoup pour que Greenwood il montre autre chose. Il montre que, par exemple, au Nigeria, que les enfants qui étaient exposés à des germes, en général, ils sont protégés contre les maladies auto-immunes. Et puis, il y a eu en 89, comme vous le savez, la théorie ou l'hypothèse hygiénique de Strachan. Alors Strachan, il avait dit tout simplement, il avait formulé ça sous forme d'une hypothèse, que les gens qui sont exposés pendant leur enfance à des germes, à du sable, du trabe, etc., donc ils ne vont pas faire beaucoup de maladies auto-immunes, ils ne vont pas faire beaucoup d'allergies. Ça, on le dit, immuniser. Oui, mais c'est vrai, c'est démontré. Alors après, donc, il y a plein d'études. Moi, je vais citer ici 2 études, l'étude de McKinney et l'étude de Ver, donc, qui ont montré, qui ont appliqué et qui ont montré cette histoire dans d'autres maladies, notamment dans le diabète type 1. Maintenant, ce n'est pas par rapport à l'entérovirus, c'est par rapport à notre mécanisme, par la sclérose en plaques et par le Mickey. Alors, le Mickey, on a suspecté, mais il y a longtemps, l'Helicobacter pylori. Maintenant, ça se confirme. Ça veut dire que les gens, quand ils ont l'Helicobacter pylori, sont relativement protégés contre le Mickey. Quand on le débarrasse ou quand on les protège, en général, ils vont faire une maladie auto-immune. Bien sûr, les gens qui sont prédisposés, hein, pas n'importe quelle personne. Il ne faut pas non plus... Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais par quel mécanisme? Alors, je ne vais pas rentrer dans les mécanismes parce qu'il me faut 1 heure pour expliquer les mécanismes. Alors, les mécanismes qui sont très classiques, que vous connaissez certainement tous, c'est le bystander activation. Donc, comment ça se passe? Par exemple, ici, sur l'exemple du diabète, donc vous avez les cellules bêta du pancréas. Donc, il y a un germe qui arrive. Donc là, par exemple, on a pris l'exemple du rotavirus. Donc, il va infecter les bêta-cellules. Donc, on va avoir une stimulation des B-lymphocytes. Et puis après, il y a les bêta-lymphocytes, ils vont sécréter des cytokines. Et les cytokines, ils vont activer d'autres cellules, ce qu'on appelle les cellules autoréactives. Et ce sont les cellules autoréactives qui vont entraîner l'auto-immunité. Ce n'est pas les premières cellules qui ont été activées par le virus. C'est ce qu'on appelle bystander activation. Alors après, donc, bon là, je donne un autre exemple de bystander activation dans la sclérose en plaques. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 types d'actions. Il y a l'action au niveau du système nerveux central et l'action au niveau périphérique. L'action au niveau du système central, vous avez au niveau de l'oligodendrocyte, donc on a les cellules T autoréactives, c'est eux qui vont entraîner ce problème au niveau des myélines. Mais eux, ils ont été stimulés par d'autres choses. C'est-à-dire en bas, donc vous voyez au niveau périphérique, il y a le virus qui va rentrer, il va stimuler les lymphocytes, etc., T, etc. Et puis après, on va se retrouver avec des cellules T autoréactives qui vont entraîner la sclérose en plaques. Voilà, grosso modo. Donc je vous ai parlé de l'EBV. Alors l'EBV maintenant, on est presque sûr qu'il y a une relation entre la sclérose en plaques et l'Epstein-Barr virus. Pourquoi? Parce que quand on voit un petit peu les malades qui font une sclérose en plaques, en général, ils ont déjà une séroconversion OBV dans 100%. Le délai moyen entre séroconversion OBV et début de sclérose en plaques, en général, est de 5,6 ans. Et l'infection OBV double le risque de développer une sclérose en plaques de plus de 15 ans. Et puis, il y a d'autres études qui ont montré que les études qui sont négatives pour l'EBV, en général, il y a dans cette population, le risque est nul de développer une sclérose en plaques. Donc, je crois qu'on va s'acheminer petit à petit vers une relation entre la sclérose en plaques et l'EBV. Sclérose en plaques, bien sûr, c'est auto-humain et l'EBV, c'est infection. Deuxième exemple qui est très connu depuis longtemps, c'est le parvovirus B19 et l'auto-immunité. Alors déjà, on sait que le parvovirus B19 il donne une anémie hémolytique, ça c'est classique en général dans les bilans de l'infection par parvovirus, on fait systématiquement. Et puis, le parvovirus a été impliqué dans le lupus, dans la dermatomyosite et dans le B7, et probablement par une stimulation du système immunitaire, mais sur un terrain favorable. Je crois que c'est très important de souligner le terrain favorable. Alors maintenant, quand on voit un petit peu les autres virus, il y a les herpès, on a l'HHV6, le CMV, l'HTLV1, mais c'est classique, surtout dans les uvéites, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus. Et les pucornas, donc les virus de la rougeole, les entéros, moi j'ai déjà expliqué les entéros par rapport au diabète, mais aussi dans les myocardites chroniques. Les togas, donc c'est la ribiole, mais on a expliqué la ribiole, mais on peut le retrouver aussi dans les infections thyroïdiennes. L'hépatite C, c'est très classique, parce qu'on a beaucoup d'auto-immunité dans l'hépatite C, dans l'hépatite B, dans l'hépatite A aussi, parce que dans la A, on peut avoir une anémie hémolytique auto-immune.
Alors, le SARS-CoV, même si le professeur Marham vous a demandé de ne pas parler de la Covid, mais quand même, on va parler de virus, on ne va pas parler de Covid. Donc, SARS-CoV, on est presque sûr maintenant qu'il entraîne des phénomènes auto-humains. Deuxièmement, il y a énormément d'anticorps, d'auto-anticorps qu'on trouve dans les sangs des malades qui font la Covid. Donc, vous voyez qu'on a du tout, vraiment, des ANCA, vraiment des anti-muscles, des anti-héros, vraiment, on trouve vraiment énormément des anticorps phospholipides. D'ailleurs, même, il y avait une théorie à un moment pour expliquer les problèmes vasculaires, etc. On passait par l'explication des anticorps phospholipides. Maintenant, on sait qu'il y a une endothéliite inflammatoire, virale, etc., qui explique beaucoup de choses. Et là, vous voyez ce qui a été publié, il y a énormément de choses. Guillain-Barré et SARS-CoV, c'est classique. Maintenant, on est vraiment dans des études plus compliquées. On imagine maintenant, on est en train d'étudier la vaccination anti-SARS-CoV et le Guillain-Barré, parce qu'on a décrit pas mal de cas, malgré qu'il y a une étude, je ne sais pas si vous l'avez vu, publiée hier dans le BMJ, qui a montré c'est impressionnant, sur 8 millions de personnes, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de relation entre le vaccin anti-SARS-CoV et le Guillain-Barré. Voilà, donc bon, tant mieux, mais bon, on a quand même pas mal de cas qui ont été décrits dans la littérature, mais ça, vous l'avez certainement vu. La thrombopénie auto-immune après Covid, l'anémie hémolytique, bon, ça c'est classique, et le Kawasaki. Kawasaki, c'est un grand problème, surtout chez l'enfant, le PIMS. Le PIMS, en général, bon, c'est vrai qu'on a plus un PIMS que Kawasaki, mais on a à peu près les mêmes complications, l'anévrisme de l'artère coronaire et puis les complications à long terme, donc c'est vraiment compliqué. Alors, pour les virus, donc là, je crois que vous le savez très bien, sinon, Madame Finé-Jalila, je ne sais pas, donc voilà, donc il va vous détailler ça. Donc, en général, dans les maladies auto-immunes, il y a 4 trucs, donc epitope, spreading, donc ça c'est très connu. Donc, la présentation des antigènes cryptiques. Donc ça aussi, si vous connaissez très bien les antigènes cryptiques, ça veut dire que vous avez un antigène dans une phase où il ne fait rien du tout, normal, puis après dans une situation donc il va devenir un peu agressif. Le bystander activation, je vais vous donner un exemple, et le mimétisme moléculaire. Le mimétisme moléculaire, vous le connaissez parce que vous connaissez sa physiopathologie de Guillain-Barré. Donc vous avez les Campylobacter jejuni, puis après les anticorps, ils vont être assimilés comme des anticorps dirigés contre la moelle, et puis on va voir le problème de la paralysie. Bon, ça, j'ai déjà expliqué, ça, je l'ai déjà dit. Oui, alors, bystander activation dans les petites auto-immunes aussi, c'est très intéressant. Donc, vous voyez, par exemple, ici un virus. Donc, la même chose, c'est le même mécanisme. Il va entraîner, bien sûr, dans un premier temps, une activation de cellules QFR, puis un relargage d'interférents gamma et alpha, puis après, bien sûr, d'autres cellules qui vont entraîner l'auto-immunité. On a aussi un modèle qui est très intéressant, parce que là, il y a une application thérapeutique directe dans les ANCA. Dans les ANCA, parce que vous savez certainement tous que dans les ANCA, on donne des Bactrim, enfin, de cotrimoxazole, pour ne pas... de cotrimoxazole. Et puis, pourquoi on donne de cotrimoxazole? Parce que souvent, en général, on a dans ce qu'on appelle le GPA, donc l'ancien Wegener, ou dans les PAM, donc les polyangines microscopiques, on a l'intervention de staphylo et du BGN, et par conséquent, ils vont entraîner d'une part le phénomène auto-humain, et d'autre part, on est obligé de les enlever pour éviter les récidives en général. Ce sont des récidives, donc on est obligé, il n'y a qu'à Khadija, on vous donne toujours, jusqu'à aujourd'hui, un peu de cotrimoxazole, en plus, bien sûr, de traitement classique des infections à ANCA. Dans les thyroïdites, aussi, par exemple, dans le thyroïdite subaiguë de Carbin, donc on a impliqué le Coxsackie, les orients, la grippe, le rhinovirus, l'adénovirus, la fièvre ocule, le paludisme. Alors je crois que ça, c'est le dernier chapitre, c'est les vaccins. Alors les vaccins, bon, je passe donc le mécanisme, il y a plusieurs mécanismes, mais essentiellement, on doit avoir une prédisposition génétique, notamment une susceptibilité génétique par l'intermédiaire des HLA. Après, donc, le vaccin, il va intervenir soit lui-même, c'est-à-dire par la substance active, soit par ce qu'on appelle l'adjuvant. Et l'adjuvant, il peut donner, par exemple, une stimulation immunitaire, et le pathogène lui-même, il peut, par exemple, par le mécanisme de mimétisme, il va donner une réactivité croisée, et par conséquent, il va induire une auto-immunité. Alors, ce qui est classique, et ce que vous connaissez tous, par exemple, dans l'épidémie enfin, c'était une pandémie, en fait, pandémie de 2009, donc la grippe porcine, on a eu beaucoup de cas de narcolepsie
après un vaccin. C'est le vaccin pandémique, je crois, de GSK, mais les autres qui n'ont pas entraîné ça. Et maintenant, on sait pourquoi, parce qu'en général, il y a des récepteurs HCT qui ont été impliqués dans cette histoire. Alors, le Guillain-Barré, c'est très connu, parce que la grippe donne le Guillain-Barré, mais aussi le vaccin donne le Guillain-Barré, bien sûr avec une incidence qui est totalement différente, une prévalence totalement différente, parce que dans la grippe, en général, on a un cas sur 40 000, je crois, 400 000, pardon, et dans la vaccination, je termine. Dans la vaccination, on a un cas sur 4 millions. Alors, pour l'hépatite virale, donc c'est essentiellement par la polymérase du virus de l'hépatite virale, on va voir le problème. Et bien sûr, je ne parlerai plus de lupus parce qu'on n'a déjà pas... Alors voilà, donc j'ai terminé. Alors en fait, je crois que ce que je viens de dire doit nous amener à, premièrement, comprendre le mécanisme dans sa complexité. C'est très compliqué, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, et il faut attendre probablement les résultats. Deuxièmement, l'immunité. Comme ce qu'on a vécu tous avec la Covid, on nous a montré qu'on ne comprend rien dans un virus qui a entraîné la catastrophe dans le monde. La même chose pour l'auto-immunité, je crois qu'on doit rester calme et dire, et surtout pour vous jeunes, la prudence. Ne parlez pas, surtout pas, s'il vous plaît, de tout ça avec vos malades. Parce qu'ils vont aller chercher sur Internet, ils vont faire des dépressions et tout. Je crois que c'est très important. Moi, j'ai essayé de poser des questions, par exemple, chez les malades qui ont des scléroses en plaques, qui viennent voir en consultation. Et puis, ils sont très inquiets parce qu'ils voient que le BV, donnez-moi une sérologie, cherchez-moi, est-ce que j'ai le BV. Je crois qu'il faut aller tout doucement et il ne faut pas parler de ça. Ça, normalement, je crois que c'est de la théorie qui va nous permettre, nous, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'infection. Merci. Merci beaucoup, professeur. De rien. Déjà, pour le respect du temps de parole, c'est magnifique. On voit que vous maîtrisez parfaitement les temps de parole. Non, parce que je suis angoissé et je ne veux pas dépasser le temps. Donc là, c'est... Surtout pour une présentation aussi importante et aussi large, qui traite d'un sujet aussi large. Parce qu'on parle d'infection et auto-immunité, vous avez survolé un certain nombre de problèmes et de questions. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle auxquelles vous devrez répondre. Professeur Bensrep. Parce que moi, comme je suis Ali, donc je vous vois un petit peu. Je suis désolé, Monsieur le Président. Merci, M. Chakib. Moi, j'ai deux petites questions. La première question, vous avez dit que l'infection peut induire des auto-anticorps. Donc, en tant que clinicien, quand moi, en tant que clinicien, trouver des auto-anticorps, dire que c'est des auto-anticorps responsables de maladies auto-immunes ou bien d'auto-anticorps induits par l'infection ou bien responsables de poussées de maladies auto-immunes. D'autre part, vous avez parlé que d'involie. Infection entraînant maladie auto-immune. Qu'en est-il de la maladie auto-immune et la spécificité d'infection pas induite? Elle peut être responsable de faciliter et de provoquer des infections, soit bactériennes, soit virales, pour telle ou telle maladie auto-immune. Donc nous, on est un petit peu, en tant qu'infectiologue, c'est surtout pour ça. Quand un malade qui a une maladie auto-immune se présente, quelle infection penser quand il a de la fièvre, s'agit-il d'une poussée, ou quelle infection il peut avoir, bactérienne ou virale? D'accord, je commencerai volontiers par la deuxième question. Comme je suis bête et discipliné, quand Mme Adil m'a demandé de parler de maladies infectieuses et auto-immunité, moi j'ai suivi le chance. Donc je n'ai pas parlé de l'autre côté, de toute façon, d'autant plus que j'avais 15 minutes, donc je ne pouvais pas faire ça. Mais je peux répondre à ta question. Effectivement, c'est une question qui est très intéressante. Ça veut dire qu'une maladie auto-immune, par définition, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner une atteinte des vaisseaux, une vascularite. Elle peut donner une atteinte d'organes, donc c'est de l'inflammation. Il peut donner aussi des modifications au niveau de l'hémostasie, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, quand vous avez une atteinte, par exemple, de cellulaire ou de vaisseau, automatiquement, il y a une hypoxie. Donc, quand vous avez une hypoxie, ça, classiquement, on sait infectiologue, donc ça favorise les infections, premièrement. Deuxièmement, il y a une perturbation immunitaire. Quand il y a une perturbation immunitaire, automatiquement, il y a un impact au niveau de la défense immunitaire.
n'est pas conséquente. Donc, tous les malades, la plupart des malades, je dirais pas tout, mais la plupart des malades qui ont une maladie auto-immune sont prédisposés à faire des maladies infectieuses et parfois à faire des formes sévères des maladies infectieuses. Alors maintenant, il faut voir quelle maladie auto-immune. Prenez par exemple le lupus. Le lupus, il prédispose les gens à faire des infections à pneumocoque, pas tellement par l'auto-immunité, mais parce qu'il y a une hyposplinie fonctionnelle. C'est par le manque d'opsonisation. Donc là, vous voyez dans un autre truc, parce que comme il y a une hyposplinie fonctionnelle, donc on va avoir des septicémies à pneumocoque. Moi, j'ai vu dans le service 2 cas d'endophtalmie endogène à pneumocoque chez le malade lupique, dans le temps, il y a 35 ans, quand on faisait beaucoup de médecine interne. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un peu compliqué. Alors, la première question, effectivement, est très compliquée. Je prends l'exemple, pour être pratique, de la tuberculose, par exemple. Si vous vous amusez à chercher les anticorps antiphospholipide dans la tuberculose, vous allez trouver énormément chez les malades qui ont une tuberculose. Mais ça ne veut pas dire que ces malades qui ont fait la tuberculose ont un syndrome anticorps antiphospholipide. Mais par contre, dans le raisonnement illogique, si j'ai un malade qui a un tableau clinique et je ne peux pas trancher entre tuberculose grave et syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides. Là, je dois traiter les deux. Alors maintenant, comme nous, souvent dans le service, on a souvent des maladies tuberculose sévères, les méningites tuberculose ou les formes vraiment diffuses, les miliaires et autres, on donne de la corticothérapie. Le piège, c'est de ne pas passer à côté d'une maladie auto-immune que vous avez calmée par la cortico. L'intérêt de suivi, et après, vous redosez, vous recherchez en fait les anticorps. S'ils sont encore là, bien sûr, là, il faut envoyer aux internistes, ils vont s'occuper de ça. Mais s'ils ont disparu, bah, tant mieux. C'était quelque chose qui était en rapport avec l'infection et qui a disparu après le traitement de l'infection. Bien, merci, professeur Chekib. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un domaine très intéressant, et en particulier, là, qui a fait la poule? Est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait la poule? Donc c'est un peu le même genre de discussion. Bon, alors dernière question, professeur Zerouali. Merci. Si Chekib, je voudrais juste avoir un peu plus de précision, puisque tu as parlé de prédisposition génétique. Est-ce qu'il y a une spécificité particulière sur laquelle il y a eu des travaux pour déterminer une telle ou telle prédisposition pour faire cette relation entre infection et auto-immunité? Alors, il y a énormément de travaux, parce que c'est un créneau maintenant qui est à la mode. Hein, donc, c'est un créneau qui est à la mode. Il y a eu en fait 2 types de travaux, grosso modo. Il y a les travaux qui ont essayé de chercher est-ce que la prédisposition en termes de susceptibilité à l'infection, qu'on connaît tous, hein, parce qu'on est tous prédisposés à faire de l'infection. On prend n'importe quelle maladie infectieuse, on a des prédispositions à faire telle ou telle infection. Est-ce que ce sont les mêmes qui vont donner en fait, ce qu'il y a en fait un mimétisme, enfin, je ne dis pas un mimétisme, mais une relation avec les mêmes prédispositions par rapport aux maladies auto-immunes. Et puis, bien sûr, il y a eu les travaux classiques de la prédisposition de la maladie infectieuse, de la maladie auto-immune, et quelle est sa relation avec les germes. Alors, la plupart des travaux, c'est essentiellement, ça a commencé d'ailleurs, historiquement, ça a commencé par la HLA. Beaucoup de travaux sur la HLA, on a plus ou moins, maintenant, la HLA surtout DR, etc. On a pas mal de trucs, prédisposition de faire une poussée de maladie auto-immune quand on fait telle ou telle infection. J'ai cité tout à l'heure des exemples. Et puis, par la suite, on a affiné un petit peu les choses. Donc, maintenant, on est plutôt dans l'interférent, on est dans les TLR. Par exemple, les TLR, il y a plein de travaux maintenant avec les TLR. Est-ce que vraiment un déficit en TLR2, TLR4, qui est classique, qui prédispose à des infections sévères, surtout à coccigramme et à BGN, est-ce qu'ils vont prédisposer aussi à des poussées ou là participer à des poussées de maladies auto-immunes? Mais voilà, grosso modo, on n'a pas le temps malheureusement pour rentrer dans le détail. Mais... Bien, merci. Ok, merci à vous. Donc on arrive à la fin de notre première session et j'invite donc les modérateurs de la deuxième session à venir pour la session diagnostic et suivi des pathologies infectieuses. Alors,
professeur Zarouali, professeur Oulad Hassan et Si Omzi. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans cette deuxième session consacrée au diagnostic et suivi des pathologies infectieuses, pour laquelle on va écouter 3 présentations. Et pour la première, j'invite professeur Soussi Laoui de CHU de Casablanca à nous parler de biologie moléculaire en infectiologie. À vous la parole. Vous avez 15 minutes. Merci, Zarouali, chers collègues. À mon tour de remercier l'Association marocaine de pathologie infectieuse et d'immunologie clinique et particulièrement mon ami professeur Oulad Hassan de m'avoir convié à parler de ce thème qui est la biologie moléculaire en infectiologie. C'est un champ vaste quand même des applications de la biologie moléculaire, mais je vais essayer d'aller vite et donner des choses un petit peu pratiques. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de pathologie infectieuse. Effectivement, il est indéniable que les infections constituent le plat quotidien, donc la routine médicale, quel que soit notre domaine d'intérêt. Et donc, on est amené tous les jours à diagnostiquer et à prendre en charge ces pathologies infectieuses qui sont dues, comme ça a été dit tout à l'heure, à des agents très diversifiés de par leur règne, etc., et leur physiopathologie. Alors, ça a été abordé tout à l'heure par le collègue qui a parlé des infections vectorielles. On note ces dernières années un changement quant à l'épidémiologie de la pathologie infectieuse qui est dû à plusieurs facteurs, les voyages, nos changements des habitudes de loisirs alimentaires, etc., les différentes situations d'immunodépression qui ont entraîné une émergence de nouveaux micro-organismes, une résurgence de certaines pathologies infectieuses, l'augmentation de la virulence de ces pathogènes, l'augmentation des résistances, etc. Et donc, pour pouvoir prendre en charge correctement ces pathologies, il est important, bien sûr, d'asseoir un diagnostic précoce et précis pour pouvoir faire le diagnostic, identifier l'agent causal, pour, in fine, pouvoir donner et prescrire un traitement qui est ciblé à cet agent pathogène et éviter de donner des traitements anti-infectieux qui ne sont pas ciblés et donnés à l'aveugle. Et donc, le diagnostic biologique des maladies infectieuses, je rappelle, donc vous connaissez tous, il y a 2 approches. Donc, le diagnostic direct qui apporte la certitude diagnostique en mettant en évidence l'agent infectieux lui-même ou l'une de ses structures moléculaires, objet de notre sujet. Et tout à l'heure, mon amie Jelila va parler du diagnostic indirect et de la place de la réponse humorale dans ce diagnostic. Alors, pour le diagnostic direct, on le sait, il y a différents moyens de diagnostic de la pathologie infectieuse, donc l'examen microbiologique classique, dans certains cas les tests immunologiques de diagnostic rapide et la biologie moléculaire, et on va voir quelle est la place de cette biologie moléculaire donc dans le diagnostic de ces pathologies infectieuses. Alors justement, les techniques de biologie moléculaire pour détecter les pathogènes ont été développées vers les années 80 et 40 ans après, on voit que la biologie moléculaire, particulièrement la PCR, prend une place centrale pour tout laboratoire de microbiologie et on va le voir. Alors, je rappelle un petit peu c'est quoi cette PCR. Donc, on va répliquer et amplifier
une partie ciblée d'un acide nucléique, de cet agent pathogène qu'on veut mettre en évidence, pour l'obtenir en quantité suffisante, pour pouvoir le détecter et l'étudier. Et donc, on verra que la palette de ces diagnostics moléculaires ne cesse d'être étoffée pour asseoir ce diagnostic. Donc, ce sont des techniques qui comportent plusieurs étapes, je ne rentre pas dans les détails, et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des techniques qui sont en perpétuel perfectionnement pour pouvoir apporter un diagnostic rapide et réduire considérablement la durée de l'analyse par rapport aux premières techniques qui ont été développées et réduire les risques de contamination et donc pour pouvoir interpréter correctement le résultat. Alors, dans quel but on va prescrire et avoir recours à ces tests de diagnostic moléculaire? Alors, soit pour poser le diagnostic déjà de la pathologie infectieuse, donc on va le faire directement sur l'échantillon clinique, ou bien pour identifier lorsque les techniques classiques ne permettent pas de le faire, pour accompagner le médecin dans sa prise en charge thérapeutique, donc soit dans le cadre du suivi thérapeutique, et c'est le cas du suivi thérapeutique des infections virales par le suivi des charges virales, ou la recherche des gènes de résistance à certains micro-organismes. Et enfin, le but épidémiologique, dans le cadre du portage des BMR, des bactéries multirésistantes, notamment quand il y a des cas groupés d'infections à BMR, etc. Et bien sûr, de plus en plus, on va aller cibler des gènes spécifiques pour faire du typage d'espèces, sous-espèces, variants, etc. Parce que ça peut avoir un intérêt thérapeutique, mais également un intérêt de prévention pour cibler la prévention de la maladie. Alors, bien sûr, que va-t-on cibler une fois qu'on détecte ces acides nucléiques? Donc, l'agent infectieux lui-même, un gène de virulence, un gène de résistance, et parfois on détecte ces acides nucléiques et on ne sait pas lesquels, donc on va séquencer pour asseoir un diagnostic plus précis. Alors, quel est l'intérêt de la PCR? Donc on va le voir tout à l'heure, elle va être inscrite dans une démarche de diagnostic microbiologique, dans des situations particulière lorsque le diagnostic classique est difficile ou parce qu'on a déjà mis en place des anti-infectieux dans le cadre de l'urgence, etc. Et dans certains cas particuliers, par exemple, dans le cadre des infections virales, etc. Pourquoi? Parce que la PCR, c'est une technique qui quand même reste sensible, spécifique, de plus en plus rapide avec les tests qui sont en place. Elle peut être qualitative, c'est-à-dire elle va nous dire il y a ou pas infection, mais elle permet également de mesurer la charge et de suivre l'évolution de la maladie. Et avec le développement des différentes techniques, la technique elle s'est un peu démocratisée. Elle est devenue plus facile et plus accessible aux différents laboratoires, même pour les laboratoires polyvalents. Alors, il y a deux approches des tests moléculaires en microbiologie. Alors, soit le tableau clinique et épidémiologique du patient nous oriente vers un agent pathogène bien spécifique, et donc c'est la PCR spécifique ciblée, d'accord? Et donc on va cibler un gène d'une espèce ou d'une sous-espèce, d'un génogroupe, etc. Et donc la PCR va donner un diagnostic rapide, sensible et spécifique. Par contre, des fois, le tableau n'est pas clair. Bon, il y a des symptômes non spécifiques, une épidémiologie non spécifique, on ne sait pas quoi rechercher, et donc on va avoir une approche plus large, c'est ce qu'on appelle les PCR universelles, qui vont cibler des gènes qui sont conservés chez plusieurs micro-organismes, et donc là, par la suite, la détection se fera par séquençage, et ça nécessite plus de temps que les PCR spécifiques, mais bien sûr, cette approche, donc elle est réservée à des cas particuliers parce qu'elle est moins sensible et moins spécifique. Alors, bien sûr, en tant que clinicien, avant de prescrire un test de biologie moléculaire, il y a des préalables, bien comme ça a été dit, pour pouvoir interpréter et mener à bien ce diagnostic et pour pouvoir avoir un diagnostic qui est précis. Alors, est-ce la méthode de choix? Quel est le prix de cette prescription? D'accord? Et bien sûr, une fois qu'on a validé la prescription, se pose la question sur quel prélèvement et dans quelles conditions réaliser le prélèvement.
Alors rapidement, je ne rentre pas dans les détails. Tout à l'heure, on va parler de la qualité des de l'étape préanalytique en microbiologie. Bon, le diagnostic peut être fait sur n'importe quel prélèvement, avec quelques différences. Il faut connaître un petit peu la physiopathologie des agents pathogènes pour mener à bien, pour prélever dans les conditions optimales. D'accord? Donc, il faut prendre certaines précautions avec le choix du tube de prélèvement quand il y a un anticoagulant pour ne pas inhiber la PCR, etc. Je passe rapidement. On n'hésite pas à multiplier les prélèvements, surtout quand on fait des prélèvements orthopédiques, etc. Parce que il faut choisir un peu la zone de l'infection pour pouvoir isoler, extraire les acides nucléiques. Et quand on fait une approche globale, on prescrit à la fois un examen microbiologique et un examen moléculaire. C'est possible de le faire sur le même prélèvement. Bien sûr, on achemine au laboratoire dans les conditions optimales, mais j'insiste s'il vous plaît sur l'intérêt d'accompagner le prélèvement par une fiche de renseignement qui doit être dûment remplie pour pouvoir aider le biologiste dans la mise en place des techniques qu'il faut, mais également dans l'interprétation des résultats. Et c'est quelque chose sur laquelle on peut débattre tout à l'heure. Alors, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on a un résultat de PCR que le diagnostic est facile. Donc, on va passer par une étape de validation du test lui-même au laboratoire, si on va sortir le résultat ou pas. Et quand on a un résultat, qu'il soit positif ou négatif, on doit justement le confronter avec ces données cliniques, épidémiologiques et biologiques du patient. D'accord? Et donc, en fonction de la présomption pré-test qu'on a, on peut sortir le résultat positif ou négatif, ou bien tout simplement se dire c'est un contaminant, c'est un faux négatif, etc. Alors, bon, je vais parler un petit peu de quelques applications de la PCR, donc je ne peux pas être exhaustive, donc juste quelques applications pratiques de la PCR en microbiologie. Alors, il est indéniable, la PCR, ses premières applications, c'est le diagnostic des infections virales, on le sait, parce que les virus sont difficilement mis en évidence par les techniques classiques, donc on ne peut pas asseoir un diagnostic viral en routine par les techniques microscopiques, etc. Et donc, dans les infections virales, les tests de biologie moléculaire sont utiles dans le cadre d'assurer le diagnostic de la maladie, pour suivre l'évolution du patient sous traitement et parfois établir un pronostic quand on fait du génotypage, etc. pour certaines infections virales. Bon, je ne vais pas citer toutes les applications, vous les connaissez et on les connaît, on peut en discuter tout à l'heure. Alors, pour les autres agents pathogènes, en bactériologie et en mycologie, le diagnostic microbiologique classique garde toute sa place, donc l'examen direct et la culture, mais dans certaines situations, comme j'ai dit tout à l'heure, ce diagnostic microbiologique, il est difficile ou n'est pas possible ou n'est pas très sensible. Par exemple, la coqueluche, qui est due à une bactérie du genre Bordetella. D'accord? Donc, c'est une bactérie qui est difficilement cultivable. La sensibilité de la culture est également faible. Et la PCR coqueluche permet d'asseoir un diagnostic précoce pendant les premières semaines de la maladie, avant l'apparition des signes de complications. Un diagnostic rapide, bon, excusez, je ne sais pas pourquoi la figure... le diagnostic est rapide, donc on peut avoir un résultat en 3 heures versus plusieurs jours pour la culture. Et bien sûr, donc cette PCR, elle est plus sensible de 80 à 100%, une sensibilité de 80 à 100% selon les données de la littérature. Et ça peut se faire sur une aspiration des sécrétions nasopharyngées. Donc c'est un prélèvement qui n'est pas invasif. Et donc, au laboratoire de microbiologie du CHU de Casablanca, la place de la PCR a été démontrée par la grande sensibilité de cette technique, en plus de l'identification précise des différentes espèces. Alors, la tuberculose, qui est une pathologie qui continue à poser des problèmes dans notre contexte, il est indéniable que l'intérêt de la bacilloscopie
dans le diagnostic de la contagiosité du patient en matière de tuberculose pulmonaire. Il est clair, donc on peut asseoir ce diagnostic rapidement dans la journée. La culture aussi, elle est fiable, elle apporte un diagnostic de certitude, mais elle nécessite plusieurs semaines avant de donner un résultat. Et donc c'est pour cela que je pense que la biologie moléculaire, la PCR en matière de tuberculose garde à sa place, puisque c'est une technique qui permet un diagnostic rapide, surtout au niveau de certains prélèvements où la concentration de la bactérie est faible, par exemple au niveau du LCR, et ça permet de donner un diagnostic rapide, donc de donner un diagnostic positif, identifier l'espèce et rechercher des gènes de résistance. Et justement, au laboratoire de microbiologie, donc, il a été démontré que la sensibilité de la PCR était supérieure à celle essentiellement de la bacilloscopie, de la culture, mais quand même, comme j'ai dit, la culture garde sa place puisqu'on a pu détecter 5 cas faussement négatifs par la PCR. Donc là aussi, la PCR permet d'identifier les espèces facilement et de rechercher des gènes de résistance aux antibacillaires, l'isoniazide, la rifampicine. Alors en matière d'infections sexuellement transmissibles, là aussi, la symptomatologie ne permet pas toujours d'orienter vers l'agent pathogène. Les agents responsables peuvent ne pas être mis en évidence par les techniques classiques, comme le Chlamydia trachomatis. D'autres bactéries sont fragiles, comme le Neisseria gonorrhoeae, et donc la sensibilité de la PCR est supérieure. Les infections parasitaires, là aussi, le Trichomonas vaginalis, il est difficilement détectable par l'examen parasitologique classique parce que c'est un parasite qui est fragile. Et donc là, en matière de ces infections, dans beaucoup de cas, la PCR prend toute sa place et de plus en plus, il y a des kits commercialisés, multiplex, pour détecter 2 bactéries en même temps. Il y a de nouveaux kits maintenant qui permettent de détecter à la fois les bactéries Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et même le Trichomonas vaginalis. Bon, les méningites, les méningoencéphalites, on reçoit des demandes tous les jours. Effectivement, bon, le diagnostic d'une méningite se base sur l'examen cytobactériologique et chimique du LCR, c'est indéniable. Mais des fois, en cas de discordance entre la clinique, les résultats de la chimie et l'examen direct, dans l'urgence, on doit rendre un résultat, surtout que la sensibilité de l'examen direct n'est pas optimale. Ou parfois dans l'urgence, on a déjà prescrit une antibiothérapie, par exemple, devant un purpura fulminans. Donc la culture va se négativer, alors que la PCR, elle est peu sensible, elle n'est pas affectée par de faibles doses d'antibiotiques qui ont été démarrées, une seule injection d'antibiotiques par exemple. Alors maintenant, elle a sa place, mais quel PCR, quel agent pathogène ciblé, là on doit... D'accord. Ok, donc là, c'est la confrontation, comme j'ai dit, avec les résultats de la chimie, la clinique et bien sûr le résultat de la cytologie. Alors, les endocardites infectieuses à hémoculture négative, un autre problème qui se pose, ce sont les puces stériles. Est-ce que c'est d'origine infectieuse ou pas? C'est la place des PCR universelles, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça a son intérêt dans des situations particulières, dans les infections parasitaires et fongiques. Maintenant, la PCR, est-ce que c'est la panacée? Est-ce que c'est notre solution? C'est un bon outil, mais qui a quand même quelques limites. Faux positifs, faux négatifs. Et également, on a la persistance de détection des acides nucléiques longtemps après guérison. Donc, il faut faire attention et c'est ça la confrontation. Donc, c'est un outil qui doit être intégré dans la stratégie globale du diagnostic microbiologique. D'accord? Et donc, pour conclure, je dirais que le diagnostic microbiologique classique reste le gold standard dans de nombreuses situations, qu'une PCR négative n'exclut pas du diagnostic, une PCR positive peut être due à un contaminant, à une persistance d'acide nucléique, et donc pour choisir la stratégie diagnostique optimale, il faut justement prendre en compte le contexte du patient, nos moyens, le moyen du laboratoire, de la structure sanitaire, etc. Et bien sûr, on n'insistera jamais assez pour dire que c'est la communication clinicien-biologiste qui va permettre d'optimiser ce diagnostic. Et je vous remercie.
Merci, professeur Soussi, pour cette présentation très exhaustive et qui a bien sa place parce que maintenant c'est l'outil diagnostique à la mode et on a beaucoup de choses à discuter à propos en particulier de cette PCR. On va garder la discussion à la fin des 3 présentations et je vais passer la parole pour le deuxième orateur. Alors pour la deuxième présentation qui sera présentée par le professeur Kamel, elle porte sur la place des marqueurs biologiques dans le diagnostic et le suivi des infections. Donc, Là, on vient de me signaler que c'est le professeur Jalal Bakouri qui va prendre la parole sur comment interpréter les tests sérologiques. Donc, à vous la parole. Merci, professeur Mzil. Honorable assistante, d'abord je remercie l'équipe des maladies infectieuses pour la création de l'association et de nous avoir associés, de m'avoir invité en tant que membre de cette association. Et je m'y retrouve vraiment puisque je retrouve le nom de ma spécialité sur le nom de l'association. Donc je les remercie pour cette initiative qui va permettre vraiment d'améliorer la prise en charge des maladies infectieuses qui touchent à plusieurs spécialités. Donc, en discutant avec professeur Oulad Hassan, l'intérêt de savoir interpréter des tests sérologiques, surtout pour les jeunes, on croit que c'est facile. Mais avec la pandémie du SARS-CoV-2, quand la sérologie a commencé à être pratiquée, il y a beaucoup de cliniciens qui ne pouvaient plus se retrouver. Et donc, ils ne savaient plus c'est quoi IgM, IgG, est-ce qu'il est infecté, est-ce qu'il n'est pas infecté. Et donc là, à travers ma présentation, je vais essayer de vous donner des messages clés qui vont vous aider à interpréter. Donc, il n'y aura pas beaucoup de théorie, mais des messages clés. Il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver, ils vont trouver qu'il y a pas mal de choses qu'ils savent, mais il y a des choses qui vont vous parler, sûrement, et surtout pour les jeunes. Il y a des petits messages qui sûrement vont leur parler, ils vont les aider à interpréter les résultats. Donc là, lorsque l'immunologie a été découverte et cette spécificité entre l'antigène et l'anticorps a été décrite, ça a permis d'utiliser cette réaction antigène-anticorps dans beaucoup de tests immunologiques, que ce soit en maladies infectieuses, mais aussi en biochimie. Donc, il y a beaucoup de tests immunologiques qui se basent sur cette spécificité de réponse qui n'est pas toujours aussi spécifique qu'on le croit. Et donc, il y a plusieurs techniques qui ont été développées. Il y a une grande évolution de ces techniques avec une apparition de techniques avec différents avantages, différentes limites. On va essayer de voir certains. Donc, pour répondre à une question, que ce soit en dosage ou en sérologie, qui est le sujet de notre aujourd'hui, pour répondre à une même question, il y a plusieurs techniques. Et vous allez le retrouver, chaque laboratoire utilise une technique différente. Mais les caractéristiques des techniques peuvent être différentes et vous pourrez vous retrouver avec des résultats qui ne sont pas superposables. Et je suis sûre que vous avez tous été confrontés un jour ou l'autre à des résultats qui sont discordants et qui parfois vous mettent en doute la compétence du laboratoire, qui n'est pas toujours le cas. Donc, la sérologie infectieuse, c'est un outil qui reste quand même largement utilisé en diagnostic indirect des maladies infectieuses. Ça permet de mettre en évidence la présence d'anticorps dirigés contre des agents pathogènes. Donc, c'est un diagnostic indirect. Et donc, l'intérêt d'une sérologie, on peut le voir dans le diagnostic. Donc, on peut l'utiliser pour poser un diagnostic, mais aussi pour faire un suivi d'un patient ou pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Donc, il y a certains facteurs qui vont intervenir dans l'interprétation des résultats.
Donc je les ai listés, on va voir chacun à part. Donc on va commencer par le prélèvement. Les laboratoires adorent parler du prélèvement parce que vous savez, toutes les études des erreurs du laboratoire ont montré que les 2/3 des erreurs de laboratoire sont dues à la phase préanalytique. Heureusement qu'en sérologie, les recommandations pour la phase préanalytique ne sont pas très contraignantes. Contrairement à la biochimie ou à l'hémostase, où vous devez acheminer dans les 4 heures, nous, la recherche des anticorps est quelque chose qui est relativement robuste. Donc vous pouvez prélever à l'aise, garder votre prélèvement, l'acheminer. Mais il y a une chose qui est très importante en préanalytique, en sérologie, c'est l'identité. Et je peux vous dire qu'au niveau du laboratoire, on a beaucoup d'erreurs de résultats à cause de l'identité. En laboratoire de ville, ça ne se pose pas beaucoup, mais dans les structures hospitalières, il n'y a pas une grande rigueur au niveau du prélèvement. Et donc, vraiment, j'insiste sur ça, parce que la qualité de résultats en dépend. Et donc, vraiment, il faut que les préleveurs soient vraiment vigilants par rapport à l'identité du patient. Le type de prélèvement, vous pouvez prélever pour faire une sérologie sur sérum, sur plasma, EDTA, il n'y a pas de différence. Les anticorps, on peut les retrouver partout. Par contre, c'est vrai que des fois, on reçoit des liquides biologiques. La majorité de nos trousses ne sont pas validées pour faire des sérologies sur des liquides biologiques. On le fait pour certains, par exemple pour la syphilis, pour la neurosyphilis, on peut faire des tests sur le LCR, mais quand on reçoit du LCR sans sérum, c'est ininterprétable. Donc sachez que quand vous faites un bilan sur, par exemple, du LCR, il faut systématiquement acheminer du sérum avec. Par rapport à chaque pathologie, il y a des ratios à calculer, il y a des index d'immunoglobuline à calculer, et donc ce n'est pas toujours facile. Donc c'est quelque chose qui est difficile, et nous avons de moins en moins de trousses qui nous permettent de rechercher des sérologies dans les liquides biologiques. Donc là, identito-vigilance, c'est l'élément le plus important. Par rapport aux techniques, donc comme je vous ai dit, en réaction antigène-anticorps, il y a beaucoup de techniques immunologiques qui ont été développées. Pour le moment, il y a 2 grandes techniques qui sont disponibles. Il y a des réactions, quand on mélange le sérum avec un réactif, on a une réaction qui est visible à l'œil nu. Et on appelle ça des techniques sans marquage. Et il y a d'autres techniques où la réaction, elle n'est pas visible à l'œil nu, mais on doit utiliser un marqueur. L'exemple le plus classique des techniques sans marquage, c'est le TPHA-VDRA, c'est la technique d'agglutination. Donc c'est des techniques sans marquage où quand vous mélangez le prélèvement du malade avec un réactif, vous avez une réaction que vous pouvez voir à l'œil nu. Et les réactions qui doivent être, pour lesquelles il est important de réaliser un marquage, c'est des techniques d'ELISA. C'est le plus connu, donc c'est l'immunoenzymologie, c'est les ELISA, les techniques de chimiluminescence qui sont actuellement très automatisées, très présentes au niveau des laboratoires, et les techniques d'immunofluorescence. Donc il faut savoir qu'en fonction de la technique qui a été utilisée par le laboratoire, la sensibilité est différente. Par rapport aux techniques, donc quand vous utilisez des techniques marquées, la sensibilité elle est très importante par rapport aux techniques non marquées. Donc les techniques qui sont marquées sont beaucoup plus sensibles. Par exemple, si je fais une sérologie syphilitique par chimiluminescence, en matière de sensibilité, ce n'est pas du tout comparable par rapport à une technique en TPHA-VDRL. Donc on vous gagne en sensibilité de manière très importante. Aussi, même dans les techniques marquées, les techniques de chimiluminescence, où c'est des molécules qui libèrent de la lumière, contrairement à l'ELISA où vous avez des enzymes qui vont donner une coloration. Donc les techniques chimiluminescence sont plus sensibles que les techniques ELISA, et les techniques ELISA sont plus sensibles que les techniques en immunofluorescence. Vous savez, les laboratoires, pour la grande majorité, mettent la technique utilisée sur le compte-rendu. Habituez-vous à ne pas voir positif, négatif, lisez ce que vous mettent les laboratoires, ils vous précisent la technicité, et quand vous comparez des résultats, essayez de comparer encore aussi la technique qui a été utilisée par les différents laboratoires. Il y a un point que j'ai voulu soulever, c'est qu'il y a beaucoup de techniques d'immunoenzymologie ou des techniques marquées qui utilisent la streptavidine biotine. Et il y a beaucoup de tests
de grandes marques qui sont très bien, mais qui utilisent de la streptavidine biotine. C'est quoi le risque quand un laboratoire utilise de la streptavidine biotine? Si votre malade est sous supplémentation en biotine, la biotine c'est de la vitamine B, et il y a beaucoup de personnes, surtout maintenant avec la Covid, maintenant ils prennent du supradine, ils prennent du Beroca, et il y a beaucoup de malades qui sont en supplémentation. Donc demandez à votre malade s'il prend des suppléments alimentaires, et s'il les prend, soit informé de labo, ou le labo, des fois, il le met sur le compte rendu qu'il utilise des complexes de streptavidine biotine. Sinon, en cas de supplémentation, le malade doit arrêter son traitement au minimum 24 heures avant le test. Donc, pour comparer des résultats sérologiques, et là j'ai vraiment mis comparer, pas contrôler, parce que pour contrôler, on contrôle par des techniques différentes. Mais pour comparer deux résultats, il faut que le résultat soit fait par la même technique. Et l'idéal serait être par la même marque. Et idéalement encore par le même lot, parce qu'on peut avoir des différences entre des lots de production. Donc nous, quand on veut comparer deux sérums de même malade, on essaie de les comparer dans les mêmes conditions pour être sûr que c'est comparable. L'antigène. Pour rechercher des anticorps, le fabricant utilise un antigène. Donc, il n'utilise pas un germe en entier. Quand vous recherchez du CMV, ce n'est pas tout le CMV qui est dans le réactif, mais c'est une partie du CMV. Et donc, notre anticorps va rechercher une partie de ce germe. Et donc, si nos germes se ressemblent par une petite corne, s'ils ont un épitope commun, par exemple là, si l'anticorps recherche une corne, ben, tous les animaux qui ont une corne vont être détectés comme étant ce germe. Donc, sachez que l'anticorps regarde un épitope, il ne regarde pas un germe. Et ça, on le voit quand on fait des sérologies de virus qui appartiennent à la même famille. Par exemple, souvent dans notre laboratoire, quand un malade est positif, surtout en IgG, IgM, en CMV, il peut être aussi positif en EBV, aussi en HSV. Parce qu'ils appartiennent tous à la même famille, c'est des herpès viridés, donc il y a des risques de réactions croisées, et donc ça peut donner des réactions croisées. Donc un anticorps, quand il est positif, il regarde un épitope et pas un germe. Donc l'isotype, donc là on a parlé de technique. Après, quel isotype ou quelle classe d'immunoglobuline est positive ou elle est négative? Vous savez que des anticorps, surtout des anticorps, le récepteur du lymphocyte B qui, lui, va se transformer en IgM, il est créé avant qu'on rencontre le germe. Vous savez, ça paraît un peu bizarre, mais nos récepteurs ou la spécificité de notre immunoglobuline M, elle est créée avant la rencontre avec le germe, parce qu'on a créé une cellule avec une spécificité donnée. Et donc, cette cellule qui a été créée de lymphocyte B avec une spécificité même avant de rencontrer le germe, quand le germe va s'introduire au niveau du corps, les lymphocytes B vont tester. Et celui qui interagit de mieux avec ce germe, c'est lui qui va s'activer, qui va proliférer et qui va donner des IgM. Donc là, c'est une réaction qui est faite à travers un récepteur qui a été créé de manière aléatoire. Après, ce lymphocyte B, il va recevoir une information du lymphocyte T qui va le stimuler pour retourner au niveau du ganglion et affiner sa réponse pour produire des IgG. Donc, il y a une première étape qui a été avec un récepteur qui a été créé de manière aléatoire, mais qui quand même a une certaine spécificité. Et il y a une deuxième partie où l'immunoglobuline va affiner, améliorer sa spécificité d'anticorps. Et donc, qu'est-ce que ça en conclut? C'est quoi les conséquences de ce que je suis en train de vous raconter? C'est que des IgG sont plus spécifiques que les IgM, parce que les IgG sont passés par cette étape d'amélioration de l'affinité et de spécificité des anticorps. Donc vous avez moins de réactions croisées avec des IgG. Mais il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas avec des IgG. Mais vous avez plus de chances d'avoir des réactions non spécifiques et des réactions croisées avec des IgM. Donc les IgM, surtout quand vous avez une sérologie avec IgM positif, IgG négatif, c'est à interpréter avec beaucoup de prudence. C'est soit une primo-infection, soit une réaction croisée. Donc IgM, vous faites attention. Et les réactions non spécifiques croisées sont à suspecter, surtout si vous avez des titres faibles d'anticorps. Donc quand vous avez une réponse, un positif limite, faiblement positif, c'est là où il faut vraiment craindre une réaction croisée.
Maintenant, on va voir l'anticorps. Ce n'est pas quelque chose à interpréter en temps T. Parce que si vous avez un IgG positif, vous pourrez être soit en primo-infection, soit en contact antérieur, soit en infection secondaire ou en réactivation. Donc l'idéal, c'est d'avoir IgG, IgM, mais aussi d'avoir une cinétique. Et même les IgM, nous avons toujours enseigné à nos étudiants que les IgM est un signe de primo-infection. Oui, IgM, c'est la primo-infection. Mais il faut savoir que même qu'en cas de réactivation ou en cas d'infection secondaire, il y a un certain nombre de lymphocytes B naïfs qui vont être activés et vous allez avoir un taux d'IgM qui est souvent, ce taux d'IgM est inférieur au seuil de détection des anticorps. Mais chez certains malades, vous pourrez avoir un taux d'IgM qui peut être un petit peu élevé. Donc IgM, dans 90%, c'est de la primo-infection, quand c'est des vrais IgM, mais ça peut être, on peut avoir des IgM qui apparaissent en cas de réactivation et en cas d'infection secondaire. Donc la présence d'IgM n'est pas systématiquement synonyme de primo-infection et le suivi de la cinétique des anticorps permet de confirmer. D'accord. Donc le suivi de la cinétique des anticorps permet de confirmer l'infection en cours ou le contact antérieur. On vous met souvent qu'il faut contrôler le prélèvement à 2-3 semaines pour voir la cinétique des anticorps. C'est la cinétique des anticorps qui va vous confirmer est-ce que l'infection est en cours, si le taux des immunoglobulines va augmenter, est-ce que c'est un contact antérieur si les anticorps sont en état de plateau, ou est-ce que c'est juste une réaction non spécifique si les anticorps vont disparaître. Et il y a certains tests qui vont permettre de confirmer, que ce soit surtout en sérologie, des tests d'habilité en rubéole, CMV, toxo et le Western blot pour certaines infections comme pour le HIV. Donc l'anticorps, l'épitope cible, l'anticorps va avoir une cible et cette cible peut avoir soit une valeur diagnostique ou valeur de suivi. Donc certains épitopes peuvent être plus spécifiques que d'autres. Mais aussi, certains épitopes peuvent être signes d'une vaccination ou d'un contact. C'est le cas de la sérologie. Dans la sérologie de l'hépatite B, vous avez l'anticorps anti-HBC qui est plus un anticorps de contact, contrairement à l'anticorps de l'antigène HBS qu'on peut voir en cas de contact, mais aussi en cas de vaccination. Donc le contexte clinique, l'âge du patient, ça c'est quelque chose que nous avons besoin d'avoir au niveau du labo parce qu'un nouveau-né qui a une sérologie positive, vous êtes en train de faire une sérologie à sa maman, donc c'est les anticorps de sa maman. Les malades qui ont un déficit immunitaire ou qui sont sous immunosuppresseurs, il y a un risque de faux négatif, donc peut-être prévoir ou privilégier les tests directs et aussi voir si l'histoire de la maladie et est-ce que le résultat concorde avec ce que vous avez retrouvé en sérologie. Donc en conclusion, pour une bonne interprétation des sérologies infectieuses, il faut un bon prélèvement. Et là, en sérologie, on n'est pas très exigeant, mais nous sommes exigeants sur l'identité. Il faut une bonne technique qui soit sensible, et donc privilégier les techniques marquées. Il faut une bonne interprétation, et l'interprétation va être en fonction de l'isotype retrouvé, en fonction de la cinétique et la concordance avec la clinique. Et il y a une phrase qu'on met souvent sur les comptes rendus et que certains cliniciens n'aiment pas, mais à confronter au contexte clinique, nous on ne sort pas positif, négatif, c'est pas haine, mais c'est à confronter au contexte. C'est à vous après de le mettre dans le contexte et de l'interpréter. Et prenez l'habitude de lire les comptes rendus des labos, ils contiennent beaucoup d'informations qui peuvent être intéressantes. Et je finis par la phrase classique des biologistes, c'est important de discuter entre cliniciens et biologistes pour une très bonne prise en charge des patients et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Bakoli. Je remercie nos oratrices, professeur Soussi, professeur Bakoli, pour la qualité de leur présentation. D'avoir insisté sur l'essentiel et les mots-clés y étaient. Donc, et là, ce que je retiens le plus en tant que professionnel de labo, c'est l'aspect préanalytique qui est très important, donc, surtout pour les cliniciens. L'aspect de la communication aussi entre les cliniciens et le laboratoire, donc pour la gestion des prélèvements des données pour que le résultat soit probant et soit au service du malade, sachant que le préanalytique il constitue plus de 57%
du temps imparti pour une analyse de laboratoire. Donc, des fois, quand on est un peu laxiste sur la manière de prélever, la qualité du prélèvement ou de l'acheminement, ça impacte le résultat et ça peut nuire à l'image du laboratoire, mais aussi à la qualité de la prise en charge. Donc, sans trop tarder, donc, nous allons prendre des questions dans la salle. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Sossi et le professeur Bakouli pour leur excellente présentation qui sont très très intéressantes. Et je vais lui poser une question au professeur Sossi par rapport au PCR réalisé dans le service. Quels sont les PCR qui sont actuellement utilisés pour le diagnostic, surtout pour le diagnostic des infections bactériennes, des infections bactériennes? Parce qu'en plus de CMV, du Covid, est-ce qu'il y a d'autres PCR réalisés pour identifier des bactéries? Et pour le professeur Bakouli, c'est pour l'interprétation des sérologies. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui viennent nous voir pour avis concernant la sérologie CMV. Quand il est positif IgM, alors que les patients sont asymptomatiques et sont des patients qui sont immunodéprimés. Est-ce qu'il faut traiter ou non? Nous, on demande toujours de réaliser une PCR CMV. Est-ce qu'il faut la faire ou il faut juste se contenter à la sérologie ou à la clinique? Quel est votre avis dans ces cas? Merci. Donc, Madame Marih, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de projeter la plaque. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu le panel des tests PCR qui sont disponibles au laboratoire, que ce soit de bactériologie, virologie et également de parasitologie, mycologie. D'accord? Donc, il y a les PCR pour la recherche des bactéries responsables méningites. J'ai parlé tout à l'heure de la coqueluche, PCR herpès, complexe Mycobacterium tuberculosis, Beta-virus, etc. Pneumocystis gyrovesi, Aspergillus fumigatus, les approches syndromiques pour les tests multiplex. Et Inch'Allah, en 2022, c'est prévu qu'on se dote de plus de tests. Oui. VIH en l'occurrence, au Casa. Oui, VIH, je l'ai mis, VIH, hépatite C. Oui. Alors, idéalement, c'est le LBA. Mais j'ai pas eu le temps de présenter un cas où on peut le faire sur des... avec la pneumo 20 août, on fait beaucoup de PCR avec une très bonne sensibilité sur des crachats induits. Et également, avec les services de réanimation, on le fait sur des prélèvements bronchiques distoprotégés qui donnent des résultats négatifs par les colorations spéciales, mais la sensibilité est meilleure. D'ailleurs, on a eu un cas pendant la période du Covid qui a suscité beaucoup de discussions au cours des staffs Covid. Donc, ils étaient sûrs que c'était un Covid avec des images en verre dépoli, etc. Mais on a été attirés par la lymphopénie du patient. J'ai demandé au réanimateur de faire un prélèvement bronchique. PCR pneumocystis était positive, sérologie VIH par la suite positive. Voilà, donc c'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la communication qui va nous permettre d'arriver à un diagnostic et un résultat. Nous avons une deuxième question. Par rapport à la sérologie CMV, IgG, IgM positif, donc là on revient à tout à l'heure, on ne peut pas interpréter sur un point. Il faut, soit vous avez une de deux choses, soit vous allez suivre une cinétique et refaire une sérologie entre 2-3 semaines, mais si vous êtes dans l'urgence, vous faites une PCR CMV. Et donc je pense que la PCR est la mieux placée pour poser le diagnostic. Merci, professeur. J'aimerais juste apporter un petit complément concernant l'interprétation des sérologies. Professeur Bakouli, merci pour ta présentation. Donc les messages, je pense qu'ils sont bien passés. Tu as parlé des techniques sensibles, de la sensibilité. Il faut choisir des techniques les plus sensibles. Tu as raison, surtout pour les virus.
Par contre, il faut faire attention pour les sérologies parasitaires et fongiques, puisque bon, ce sont des micro-organismes avec une complexité antigénique. Et donc, en choisissant des techniques trop sensibles, on peut tomber dans le problème des faux positifs. Et c'est pour ça qu'en tout cas au laboratoire, on coupe toujours techniques sensibles et techniques positives. Un positif, on va le confirmer par des techniques qui sont plus spécifiques, par exemple par les techniques de précipitation, mais de plus en plus avec des tests Western blot comme pour l'aspergillus, etc. Donc c'est une spécificité à la sérologie parasitaire. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier tous les orateurs pour la qualité de leur présentation, très intéressante. Ma question est adressée au professeur Bakouli. Personnellement, je ne savais pas que pour les prélèvements sérologiques, vous l'avez bien mentionné, le jeûne n'est pas indispensable, mais ça a été précisé sur la diapo qu'il faut un régime pauvre en graisse. Personnellement, je ne le savais pas. Pas pauvre en graisse, mais un repas riche en lipides pourrait rendre le sérum un peu plus trouble. Et comme on utilise des méthodes qui vont voir surtout la transmission de la lumière, si le sérum n'est pas très clair, ça peut interférer dans la lecture. Donc l'idéal serait de ne pas prendre un repas riche en graisse dans les 3 heures avant de faire le prélèvement. Mais le jeûne n'est pas indispensable. Le conseil est important. Le conseil de façon à faire une prise de sang. Oui, bonjour. Ma question serait sur une PCR faussement positive. Est-ce qu'on peut en parler ou bien quand on a une PCR positive, c'est toujours positif et c'est la présence du germe qui doit être quand même évalué, est-ce qu'il est responsable de l'infection ou non. Et je parle ici essentiellement des virus persistants qu'on peut retrouver, par exemple, surtout, on en a eu nous à Marrakech avec l'expérience avec le professeur Sora, surtout dans la PCR FILMARRAY concernant le panel méningitique, on a la PCR de HHV6 qui peut être présent même sans être responsable de la symptomatologie parce qu'il y a la présence d'un autre agent pathogène qui explique tout, par exemple une méningite à méningocoque associée. Et quand on a fait la recherche, on a trouvé que effectivement le HHV6 peut persister et être retrouvé sans qu'il soit impliqué de la symptomatologie et on accepte quand même un seuil, il faut quand même un niveau de charge virale impliqué en absence d'autres agents pathogènes pour que l'implique de la symptomatologie clinique. Donc ma question c'était, est-ce qu'on parle de PCR faussement positif ou de PCR positif, mais il faut voir la clinique pour impliquer cet agent pathogène qu'on a retrouvé pour expliquer la symptomatologie clinique. Alors merci pour ta question. Alors bon, quand on dit PCR faussement positive, bon, ça veut dire que ça peut être un contaminant de l'environnement où on a isolé une flore commensale. Mais ça peut être faussement positif parce qu'il y a une persistance des acides nucléiques sous traitement. Et on a eu justement pendant la première vague de la Covid, on a retenu les pauvres patients hospitalisés pendant des mois et des mois parce qu'on a continué à détecter l'ARN viral au niveau des prélèvements. Alors que, bon, on se dit c'est des cas. Hein? Oui, bon, c'était parce que, comme a dit le professeur Chakib, on ne connaissait pas la maladie à l'époque. Il y a autre chose également, la persistance, cette persistance, mais ce qu'il faut savoir, c'est que détecter un acide nucléique n'est pas toujours synonyme de l'activité de la maladie ou que l'agent pathogène est encore viable. D'accord? Par exemple, il y a eu une étude, bon, je n'ai pas eu le temps de le préciser, dans le cadre du diagnostic des endocardites infectieuses par PCR. Même après traitement, il y a eu une étude qui a montré que des années après la guérison des patients, on a continué à mettre en évidence des agents pathogènes bactériens au niveau par PCR, des années après guérison. Et c'est pour ça qu'il est important de faire la confrontation avec la clinique, la biologie,
bon, si le malade n'a pas de symptomatologie ni clinique, ni biologique, ni radiologique, c'est pour ça que je vous ai dit, une PCR, qu'elle soit positive ou négative, il faut la prendre dans son ensemble, dans le contexte clinique et épidémiologique du patient. Donc voilà, effectivement, avoir une PCR positive n'est pas synonyme ni de l'activité de la maladie, ni autre chose. Et bon, faux positif, ça peut... En général, quand on dit faux positif, c'est une contamination, c'est autre. Non, un faux positif, même après guérison, c'est un faux positif. On a détecté, mais ça ne colle pas avec la symptomatologie, avec la réalité des choses. Merci beaucoup, professeur Sosi. Juste un dernier complément. Donc, avant de clôturer, peut-être on prendra une dernière question. Mais avant cela, je voudrais juste compléter par rapport à ce qu'a avancé le professeur Sosi, sur lequel je suis parfaitement d'accord. C'est par rapport au l'usage de multiplex. Donc là, l'exemple que vous avez cité, c'est quand on utilise un multiplex. Sachez que lorsqu'on utilise un multiplex, c'est une combinaison de plusieurs pathogènes, plusieurs cibles à la fois dans un même milieu réactionnel. Et ça peut poser des problèmes en termes de performance intrinsèque. Et là, quand on fait un complexage avec plusieurs pathogènes, plusieurs cibles, on joue sur un niveau de sensibilité commun pour pouvoir faire l'analyse. C'est-à-dire on perd en sensibilité par rapport à la spécificité ou l'inverse. Donc on doit avoir un compromis. Et souvent, quand on est confronté à ce genre de situation, sur un multiplex, l'idéal c'est de faire le test en monoplex. Par exemple, j'ai le HHV6, donc je fais le test en monoplex pour pouvoir confirmer ou infirmer donc l'hypothèse que ça soit une contamination ou une réaction croisée ou autre. Et ça, c'est très commun quand on fait les multiplex. C'est pour ça qu'en termes de recherche ou quand on fait par exemple des études de série avec des pathogènes assez spécifiques, généralement, on refuse d'accepter des résultats émanant d'outils multiplex qui sont souvent utilisés dans l'aprosyndromique, dans le diagnostic clinique. D'accord? Mais ce cas-là, on peut le résoudre très facilement en faisant un monoplex sur le pathogène détecté. Bon, on prend une dernière... Alors, juste en complément de ce que vient de dire Cyril, effectivement, en ce qui concerne cette PCR multiplex, on a eu l'occasion de discuter avec le fabricant et ils ont avoué effectivement qu'ils ont augmenté en sensibilité pour avoir le maximum à détecter tous ces pathogènes dans une seule réaction, et effectivement la sensibilité elle était trop importante, en particulier en ce qui concerne HSV6, et c'est pour cela que maintenant ils sont en train même de revoir cette sensibilité, et effectivement ce sont des traces peut-être qui sont présentes, mais sans pour autant dire qu'il y a une infection à HSV6. Voilà. La dernière question. Merci beaucoup. Donc, à mon tour, je remercie les orateurs pour leur excellente présentation. Au fait, ça me fait chaud au cœur de voir tant de monde pour une journée pour l'infectiologie. Et je remercie mes maîtres aussi qui m'ont fait aimer l'infectiologie. Donc, ma question est pour professeur Bakouri. Concernant une sérologie, par exemple, quand on a des IgM positifs avec des IgG négatifs, est-ce qu'il faut impérativement respecter 2 à 3 semaines pour refaire la sérologie, ou là, après combien de temps, quand est-ce qu'on peut refaire une sérologie, c'est-à-dire pour voir est-ce qu'il y a une augmentation des taux d'IgG, ou comme étant clinicienne, je suis infectiologue de profession, donc on est devant un malade. Donc le contexte clinique, quand on a des IgM positifs, des fois on est obligé de donner un traitement, quitte à le malade après 1, 2 ou 3 semaines pour refaire la sérologie, parce que le patient ne peut pas rester tout ce temps sans traitement. Je vous remercie. Donc, quand j'ai parlé des IgM, que ça peut donner des réactions faussement positives, ça ne veut pas dire que vous ne les prenez pas s'ils sont positifs isolés. Vous êtes clinicienne et je vous invite à rester clinicienne
et à prendre notre résultat comme un plus, mais vous restez, votre patient, c'est le centre de votre interprétation et de votre conduite. Donc si vous avez des IgM positifs avec un contexte clinique qui est très évocateur, bien sûr, vous allez traiter votre malade. Et ça serait bien de faire un suivi en 2 semaines après ou 3 semaines pour voir si vous allez avoir, si vous avez une apparition des IgG. Parce qu'après, si vous n'avez pas d'apparition d'IgG, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous pourrez revoir votre diagnostic. Mais en tout cas, vous restez clinicienne et je vous encourage à le faire. Merci, professeur Bakori. Je suis désolé d'interrompre la session parce qu'on a débordé, on est un petit peu en retard. Et on peut continuer la discussion parce que ça a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions autour d'un café. Et je vous invite à la pause café. À tout à l'heure.